Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera entièrement consacrée au manga de l'année 2021. On a fait le top des 15 titres qui ont satisfait le plus d'entre nous. C'est le top des titres les plus consensuels finalement. La semaine prochaine on fera la même chose mais avec nos coups de cœur perso. Une quinzaine d'autres mangas au programme. En attendant, on vous renouvelle nos vœux et on vous souhaite une excellente année 2022 parce qu'on l'a déjà fait la semaine dernière. Mais oui, mais c'était pas officiel. Voilà. Non, c'était et puis pas une vraie émission. Bah oui, puisqu'on vous a proposé de ne pas l'écouter. Donc vous avez... voilà, ça se trouve vous avez même pas entendu qu'on vous a souhaité la bonne année. Exactement, donc voilà, encore bonne année. On vous remercie de nous avoir année. suivis si nombreux en 2021. Près de 300 000 écoutes. Ah, Pas 300 000 mais presque. Ouais, c'est bien, hein, Allez, c'est quand même pas mal. Non mais c'est énorme. En fait vous avez jamais... T'imagines, on peut remplir un stade. Juste avec... Oui mais alors il y a des gens qui écoutent plusieurs fois. Ouais c'est ça, avec des gros personnes. Donc, un petit stade. Un petit stade, ouais c'est ça. C'est 300 000 écoutes en tout sur l'année. Non mais vous avez jamais été autant à nous suivre et pour ça on vous remercie 1000 fois. 1000 fois, ouais, carrément. Rentrons dans cette émission avec une autre partie du programme habituel. Chaque année, quand on fait les tops comme ça, il y a aussi les ventes de mangas. Et on va revenir avec différents classements. Et pour commencer, je vous propose le top 5 des tomes les plus vendus. Donc tous les tomes, hein, pas que du 1, pas que des nouveautés. Et le numéro 1, c'est... Naruto. Évidemment, Naruto tome 1, hein. Comme l'an dernier. Indétrônable. Un peu moins loin devant quand même bien moins loin devant. Le deuxième, qui cette année est Demon Slayer, le tome 1. Ouais, c'est chouette. Bah ouais, écoute. Troisième. Le nouveau Naruto. C'est ça. Troisième, le tome 2 de Naruto. Quatrième, le tome 1 de One Piece. Et cinquième, le tome 2 de Demon Slayer. Ah bah voilà, logique. Ils sont 3. Voilà, 3. Un podium pour 5. Mais 3 éditeurs différents quand même. 3 éditeurs différents. Ouais, carrément. Sur un truc à la Bolloré. Voilà. C'est ça. Et alors, non, mais il y a un truc aussi. Alors, l'année dernière, c'était déjà le cas, mais il y a 2 ans, et encore un petit peu avant, c'était que des nouveautés qui arrivaient en top des tomes les plus vendus. Et là, ça fait maintenant plusieurs mois, et donc plusieurs années, puisqu'on a déjà 2 années, que le manga le plus vendu, c'est un tome 1. Donc ça recrute à mort. Ouais, ils vont acheter les classiques en fait, les gens. D'une série déjà terminée. Exactement. Non mais voilà, c'est ça. On a en tout cas nos 3 champions 2021 là. Et maintenant, place au top 15 de nos meilleurs mangas de l'année. Et c'est dans la 5ème de couve. C'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Rebonjour à tous, re-bienvenue dans cette émission. Cette fois encore, nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les nouveautés mangas publiées en 2021. Elle perd ses mangas comme on perd ses chaussettes. Julie, est-ce que t'as retrouvé des mangas dans ton lave-linge en 2021? Mais non. Les petits lutins qui piquent ses mangas. Mais c'est ça. T'en as encore perdu beaucoup, t'en as retrouvé d'autres? Je peux pas dire ça. Du moment que tu perds pas les nôtres, ça va. Non, ça va, je vous les ai rendus, c'est bon. Non, mais par contre, moi j'en ai perdu, oui, effectivement. Oui, voilà. Enfin, on m'en a perdu. Les gremlins. Les gremlins, comme les chaussettes. Ouais. Il y a des gremlins qui viennent et qui les mettent dans le lave-linge ou qui les sortent du lave-linge pour les mettre on sait pas où. Ouais. Les mangas et les chaussettes, c'est pareil. Voilà, même combat. Normalement, avec nous, il y avait un homme. Un père, que dis-je? Notre père à tous. Notre père à tous. Un père, un frère. Une légende. Une légende. Le légendaire Johnny aurait dû être avec nous. On le salue bien bas, comme on dit. Je sais pas ce que ça veut dire cette expression. Ouais, on le salue bien On bas. le dit plus trop, hein. Mais Il faut Oui, que c'est tu pour te ça. penches en avant très... Ah oui, c'est ça. Avec Quand déférence. Et quand on fait le Ogi, Oshigi, non, quand au Japon, tu sais, Ojigi. Bah si Johnny avait été là, il aurait pu nous le traduire. Donc l'art de se de s'incliner, non, c'est de s'incliner effectivement, c'est le bon mot. Parce qu'il y a des degrés différents. Voilà. Et donc on s'incline devant Johnny qui est qu'à contact, donc il peut pas être avec nous. On s'incline. Il est qu'à contact depuis vraiment pas longtemps. Depuis 3 heures. Donc il l'a dit ce matin quoi. Autant vous dire qu'il avait préparé cette émission et que normalement il aurait dû dire plein de choses. Donc on va dire des choses que Johnny avait prévu de dire comme si on... Voilà, imaginez ça va dans votre tête.
Mais ça sera évidemment bien moins bien que si c'était lui qui avait été avec nous. Oui, et il faut pas se dire que c'est ce que nous on pense. Ça sera, voilà, on précisera bien. Moi j'ai pas vraiment lu le conducteur, donc je sais pas s'il dit pas des trucs un peu bizarres, donc on va interpréter Johnny, mais ça n'engage pas notre responsabilité à nous. Continuons les présentations. Elle nous a rejoint en 2021, donc 2022 ça sera l'année de la maturité pour elle dans l'émission. Wow. Clémence, salut. prête pour cette deuxième année, donc l'année de la maturité? Avec une introduction comme ça, c'est bon, moi je suis prête à tout casser. Enfin à tout lire plutôt. Ouais, c'est ça. Déjà, pour commencer. Et rends les mangas à Julie. Oui. Ah non. C'est l'inverse. Lui c'est le roi des céréales, hein, le matin, le midi, le soir, peu importe, tant que c'est pas trop frais. Il adore les céréales. Est-ce que tu renverses parfois du céréal gazeux sur tes mangas? Non. Alors pour le coup, tu vois, je picole, ça on peut le dire. Mais 2022, les révélations. Au moins c'est franc. Mais par contre, jamais quand je lis. Vraiment, ça autant. Non, si je suis un peu éméché, tu vois, j'aime bien regarder un film. Par contre, un manga ou une BD ou un comics, je sais que je vais le gâcher. Je vais le gâcher si je le lis alors que je suis un peu éméché. Très alors bien. Que ta vie au quotidien, c'est pas grave. Non, c'est flou. Après, je suis éméché très tôt. Hein, ça, Eh bien, boire ou lire, il faut choisir. C'est le conseil de Cagnard aujourd'hui. Pour 2022 même, pour toute l'année. Lui, on pourrait l'appeler le roi du SM littéraire. L'homme qui, chaque année, attend le titre qui va le gifler bien fort. Ouais, c'est ça. Ça va, Robin? Ça va, et vous? Mais c'est quoi cette présentation? il s'en est mangé des gifles. Hein. Ouais. Cette année, pas trop. Pas tu vois. trop. Mais justement, cette année, il est dans le regret un peu. Je suis Hein. un peu chafouin. Il est un peu tristoun. Ouais, allez, viens. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Discord, Facebook, Insta, Twitter, cherchez, vous nous trouverez. Comme d'habitude, pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur vos plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire sur les apps quand c'est possible. Ouais, ça fait un moment là que j'ai pas vu de nouveaux commentaires, je m'ennuie un peu aux toilettes. Ouais. Ok. Allez. Sur l'appli podcast, il n'y a pas eu grand chose là. Nous avons établi un top 15 pour cette émission à partir de nos lectures à tous les 6, hein, Johnny compris, pour faire ce top. Comme on a fait, on a mis des notes sur 100 à toutes les nouveautés manga qu'on lisait. Tout le monde n'a pas pu lire toutes les nouveautés évidemment. Non. Donc quand c'était pas lu par l'un d'entre nous, la note est un petit peu dégradée et ainsi de suite. Et à la fin, on a fait la moyenne de nos notes. Et cette moyenne a donné un top 15 de bouquins qui ont tous eu une moyenne d'au moins 80 sur 100. Important. C'est plutôt une bonne note. Pour les coups de cœur qui n'ont pas forcément été partagés par le reste de l'équipe, ça sera l'émission de la semaine prochaine. Au sommaire également les ventes de mangas en France, donc restez concentrés, restez attentifs et comme d'habitude, prenez des notes. Jingle, top, let's go. Cagnard, tu nous fais un jingle pour le numéro 15 qui est pas le numéro 15 ? Golden Grams. Le top 15 ne commence pas par le 15e mais par le 13e parce qu'il y a 13 mangas ex-aequo. Ah, ça se complique déjà. Et bah voilà, il y a 13 mangas. Non, il y a 3 mangas. Il y a 3 mangas ex-aequo qui sont tous les 3 numéro 13 au classement. Le premier d'entre eux c'est Terrarium, Robin, les pérégrinations d'une jeune fille et d'un robot dans un monde futuriste proche de l'extinction. Et toi comme moi, on l'a bien aimé ce manga. Bah ouais, vraiment sympa. C'était très joli graphiquement. Moi j'ai vu une petite touche de romantisme et de poésie dans cette aventure de science-fiction et ça a quelque chose qui m'a touché, qui m'a parlé particulièrement. Bah ouais, moi aussi je trouve que pour un manga de science-fiction, souvent manga de science-fiction c'est un peu bagarre avec des robots quoi. Et là justement il n'y a pas beaucoup d'action, c'est un récit qui est très contemplatif, qui est très... un truc d'errance quoi, où deux personnages se baladent dans un monde un peu apocalyptique et en même temps avec de la végétation et tout, donc il y a quelque chose de très mélancolique, très poétique. Et moi j'ai bien aimé justement cette rupture avec justement le fait que souvent la science-fiction c'est de l'action, là non, c'est plus de la contemplation. Voilà, le sujet n'est pas la bagarre quoi. Et puis un double objectif aussi sur les personnages qui est très bien travaillé. On a le fil rouge, les deux personnages ont un objectif mais qui a l'objet d'une quête, tu vois, mais ils ont aussi à chaque épisode, à chaque chapitre, une conclusion qui permet de boucler des petites histoires dans la grande histoire. Et ça c'est quelque chose qui m'a plutôt plu également. Ouais, c'est ça. En fait il y a un bel équilibre entre ce côté c'est des nouvelles quelque part, en fait c'est des petites histoires courtes un peu. Bah là quelque part on pourrait presque y voir un hommage à Asimov et le cycle des robots, tu vois. À chaque fois c'était des petites histoires qui compilaient, donnaient une grande histoire des robots. Là c'est un peu le cas aussi, sauf qu'il y a vraiment un vrai fil rouge et dans le cas d'un manga qui se suit, qui est épisodique, c'est quand même important. Et
Et ce qui est cool, c'est comme on sait que la série est courte, elle comptera 4 tomes si je m'abuse, on sait que ça va pas traîner en longueur, quoi. On va pas au bout d'un moment être dans une espèce de truc répétitif qui va nous lasser, quoi. Donc ça c'est très cool. C'est ça, et je crois qu'il y a beaucoup des titres qu'on a choisis, mais sans forcément le vouloir, hein, mais qui sont des titres courts, et j'ai l'impression que les éditeurs arrivent à dénicher des titres plutôt courts de meilleure qualité qu'avant. Yes. Avant, j'avais l'impression que les titres courts qu'on avait, c'est des titres qui n'avaient pas été assez successful pour être terminés. Mais là, moins de risques, mais là, ouais, c'est ça. Non, là, il y a un vrai intérêt éditorial à le faire, je pense, pour proposer d'autres types d'histoires. Carrément. En 4 tomes, donc, Terrarium aux éditions Glénat, c'était le 13e ex-aequo avec Rent a Girlfriend, Julie. Oui. Les agitations et les affres amoureux d'un garçon face à une fausse petite amie. Aloé, et fausse petite amie qui sera bientôt rejointe par d'autres fausses petites amies. Voilà, vous suivez toujours? Ouais, c'est ça, non mais c'est un bordel sans nom. Vous sentez là l'odeur de Johnny qui arrive? Il y a que alors, moi peut-être Johnny aurait dû parler et Johnny aurait dû dire que c'était une comédie romantique qui était drôle et sociétale. Pourquoi il parle d'une comédie sociétale? Parce que ce genre d'appli, ce genre de choses, de petites amies allouées, ça existe vraiment. Enfin non, de personnes allouées. De personnes allouées, voilà. Ouais, pardon. Tu veux un compagnon pour aller au mariage de ta cousine? Appelle-moi et loue-moi pour tant de yens par an. Et c'est effectivement au-delà des petites copines, parce que tu peux louer un père, un beau-frère et tout. C'est une industrie, quoi, vraiment. Oui. Julie, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de Rent a Girlfriend? Moi j'ai trouvé que déjà c'était très joli. Enfin le dessin est super agréable et pour moi c'était un manga qui m'avait un peu réconcilié avec le harem dont on ne parle pas trop à part Johnny. Mais moi j'aime bien les lire, mais j'ai pas forcément beaucoup de choses à raconter sur un harem, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va me faire rire, qui va m'amuser. Mais alors à analyser derrière, c'est pas la même chose. Effectivement, avec le côté sociétal, t'as une carte à jouer en plus et du coup, c'est un peu plus intriguant et ça reste un harem assez basique, comme tu disais, avec de plus en plus de personnages qui soient masculins, féminins, qui arrivent et qui rendent les relations inextricables, quoi. Enfin, c'est clairement. Et Johnny voulait même expliquer que c'était un titre qui, comme on peut le deviner, peut avoir l'air un peu grivois, tu vois, une petite amie allouée, d'autres petites amies qui arrivent, machin. Mais on sent que ça va être un peu plus sentimental, que ça va être un peu plus romantique par moment, et que le personnage va se poser des questions qui, pour le coup, peuvent résonner dans les têtes de beaucoup de gens. Ouais, et puis, vraiment, il avait une super fraîcheur, quoi. Enfin, ça apportait des nouvelles choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, le dessin qui était magnifique. Et vraiment, il y a tous les éléments de ce qu'on attend d'une bonne romance et avant tout de l'espoir, parce qu'à chaque fois que il se passe quelque chose avec l'une ou l'autre de ces fausses vraies petites amies, on ne sait pas où est-ce qu'il va nous emmener, quoi. C'est ça, parce qu'il sort avec aucune en vrai. Et ouais, le pauvre. Rent a Girlfriend, c'est également un manga qui a été proposé par un nouvel éditeur dont on avait parlé aussi l'année dernière, Noévé Graphics, qui a fait sa première vraie année d'édition en France cette année. Rent a Girlfriend qui est toujours en cours, si je ne m'abuse, au Japon, et là on en est au 4e tome qui sort au mois de janvier. 13e ex-aequo également. Clémence, c'est Blue Period, la rencontre d'un jeune homme avec une passion, avec l'art, avec le dessin, et un manga sur l'apprentissage de ce dessin dans le cadre d'un shonen scolaire. Mais c'est un sujet qui est super rafraîchissant, je trouve, quand même, déjà, le fait de parler de l'art, le fait de parler de l'inspiration, le fait de pouvoir vivre aussi de sa passion. Moi, c'est marrant, en fait, je me suis vue à plusieurs reprises dans le manga, moi, avec le problème de la page blanche, les problèmes d'inspiration et comment tu fais pour les surmonter et tout ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien décrit et détaillé et qui est fait en plus de façon très touchante avec les personnages. C'est marrant que tu dises que tu t'es retrouvé dans la partie page blanche. Moi je m'y suis retrouvé dans la partie vraiment du tome 1. Comment dire à mes parents que j'ai envie de faire un métier passion et pas un job, pas un vrai métier. Effectivement, c'est en plus un livre, forcément ça parle de passion, mais ça parle beaucoup d'identité. Le fait de se trouver, on ne sait pas quoi faire et comment on fait pour accepter qu'on veut faire un métier qui est peut-être un petit peu plus compliqué que les autres, et en plus suivre cette passion, cette passion, et en plus on va souvent dans toutes les difficultés que peuvent poser un métier artistique, que ce soit effectivement le rapport aux parents, le rapport aux études, mais aussi le rapport au travail,
C'est-à-dire que la question de est-ce que c'est juste du talent ou est-ce que non, en fait, peut-être qu'il faut un peu travailler pour pouvoir vivre de son art, logique. Mais donc sujet passionnant. J'ai adoré Blue Period. Moi aussi, j'adorais. Je continue de lire chaque tome les uns après les autres. Et donc, plus que sur un manga sur le dessin et l'art, c'est un manga sur la passion tout court en fait. Je pense que même si juste t'es passionné, j'ai l'impression que tous les lecteurs qui ont eu ou qui ont des passions fortes peuvent se retrouver dans les yeux et les propos du personnage. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ensuite, après, à côté, il y a des trucs un peu marrants aussi, c'est que on shonenise aussi malgré tout les études et les écoles d'art. Mais c'est intéressant, moi je connaissais pas du tout ce milieu et ça m'a appris beaucoup de choses malgré tout. Alors moi ça m'a appris des choses, j'en avais pas forcément besoin, tu vois, mais oui, après pour marrant. Qui s'y intéresse, c'est vrai que c'est ça. Je savais pas à quel point ça pouvait être compliqué de rentrer dans une école d'art au Japon par exemple. En fait plus largement ça parle aussi des études au Japon qui sont en général, tout de même compliquées parce que rentrer dans une fac et les concours etc, ça a l'air tellement d'être à des années-lumière de ce qu'on pouvait imaginer que Blue Period ça a un écho aussi dans ce sens là. Blue Period donc aux éditions Pika était 13e ex-aequo. On avance puisque on a beaucoup de titres donc je ne perds pas de temps. On fait pas des tops Cagnard à chaque si tu veux faire un top 12 dis, hein. tu me dis. OK, numéro 12 Cagnard. Chocopop. Le numéro 12 Chocopop c'est donc Comet Girl. Il a une deuxième goutte qui coule. C'est ça. Comet Girl donc parlons sérieusement quand même. Je suis en train de me dire que le prochain ça va être céréales fourrées au chocolat. Bon, numéro 12 Comet Girl, ils font ça juste pour qu'on dise Comet Girl plein de fois en fait. Comet Girl. Un titre qu'avait adoré Johnny, qui n'en parlera donc pas, mais Robin tu vas en parler pour lui, Julie également. Oui. Comet Girl c'est quoi? C'est une histoire d'amour dans l'espace qui entraîne les personnages dans une aventure galactique des plus dangereuses. Oui. Tout à fait. Et là je vais vous citer les mots de Johnny. Où il dit que c'est un titre d'une fraîcheur extrême, vivifiant et efficace. Et là je rajoute un petit commentaire à moi parce que moi je l'ai lu aussi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa aussi, même si je devais pas en parler à la base. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez marrant entre l'aspect qui peut paraître vintage et en même temps un côté très frais et très dans l'air du temps aussi, et je trouvais ça assez cool. Et Johnny rajoute que c'est un manga qui est tout en couleur, d'une beauté à toute épreuve, de l'action permanente et qui nous empêche de nous arrêter avant la fin, parce que c'est vrai que c'est une espèce d'aventure spatiale qui avance à toute vitesse et on est vraiment avec les personnages, et même si c'est en 2 tomes il se passe plein de trucs et ça avance très vite quoi. Heureusement que c'est en 2 tomes. Oui, sinon on est tout frais tellement il se passe des trucs. Oui, mais on avait déjà parlé pas mal avec Johnny effectivement, parce que ça nous avait beaucoup plu, et moi je rajouterais qu'effectivement le truc de la nostalgie, tu vois, il y a vraiment un petit côté moi ça m'a ramené à certains dessins animés qu'on avait dans les années 80, 90 quoi, et c'est vrai que le dessin, la mise en page, le fait que tout soit en couleur, c'était vraiment un très bon moment. Et en plus, moi j'ai un petit faible pour les filles en bikini, alors si en plus elles sont sur un scooter de l'espace, c'est le combo quoi. Alors j'ai un petit message de Johnny qui me rappelle que Yuriko Akase a également réussi à décrocher une 5e place au prestigieux classement de manga Taisho en 2019 avec cette première œuvre. Donc c'est vrai qu'on lui souhaite d'avoir encore une belle carrière quoi. Carrément. Et que Saka nous propose d'autres titres dans ce genre, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez forts pour proposer des petites pépites un peu à part comme ça. D'ailleurs l'éditeur, la personne qui travaille pour Saka et qui va chercher ses pépites, c'est Vladimir Labert, qu'on avait reçu dans cette émission, qui s'appelle la traduction, l'art de la trahison. C'était mon titre, c'est marrant. C'est pour ça que tu t'en souviens si parfaitement. Comet Girl donc aux éditions Saka en 2 tomes, c'était donc le numéro 12 de ce classement. Avant de passer au 11, je voulais qu'on revienne sur les ventes des nouveautés les plus vendues cette année. Alors j'ai fait deux classements différents. C'est-à-dire que si on prend le classement des nouveautés les plus vendues, des tomes 1, des lancements si vous voulez, on se retrouve avec beaucoup de bouquins de licence et de réédition. Et donc c'est pas forcément intéressant de mettre Pokémon en même temps que Kaiju.
Voilà, c'était juste pour Alors ça. Que c'est que des gros kaiju, des gros Pokémon, les kaiju finalement. Donc moins mignon quand même. Là on va revenir là 2 secondes sur les lancements, mais en manga de licence et de réédition. Donc le numéro 9 c'est Pokémon. Le numéro 8 c'est Pokémon. Oui, et Pokémon est aussi deuxième de ce classement. En fait on a le meilleur c'est Pokémon épée et bouclier volume 1. Ensuite Pokémon la grande aventure noir 2 et blanc 2 volume 1. Et Pokémon noir et blanc volume 1. Ça on les retrouve dans le top 10 des meilleurs lancements de l'année dans les mangas de licence et de réédition. Dans ce classement, qu'est-ce qu'on retrouve également 7ème, celui qui hantait les ténèbres. Lovecraft. Toute la collection Lovecraft se retrouve à chaque année dans ces top licence réédition. Dr Stone, le reboot Byakuya, 6ème, Tomie 5ème, Junji Ito dans un classement des meilleures ventes. C'était inimaginable il y a 2 ans quoi. Oui, c'est clair. Et Mangetsu également. Tire un petit peu son épingle du jeu quand même. On retrouve aussi un spin-off de Demon Slayer, forcément. 3ème, Banana Fish, la perfecte édition de Banana Fish. C'est cool. 3ème meilleure vente de tout ce qui est licence et réédition. Incroyable. C'est incroyable aussi. Mais c'est là qu'on voit que tous les nouveaux lecteurs en fait veulent revenir au classique et donc sautent sur l'occasion en fait. Ouais, c'est génial. Et le numéro 1, c'est Death Note. Le short stories dont on avait parlé à plusieurs reprises. C'est la meilleure vente dans ces lancements un peu à part, dans ces lancements un peu différents. Il sort vraiment de nulle part pour le coup. À la première place, d'un coup, jamais je me serais dit que ce titre allait vendre autant. Enfin, moi en plus je l'ai adoré, celui-là, mais pour moi il débarque de nulle part. Ça prouve que la marque est très forte encore. Ouais, Death Note a une marque encore très 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 forte. De toute façon tout à l'heure on parlera un petit peu des licences au global, et Death Note est toujours top 20 licences en France dans les ventes de bouquins. C'est assez fou. Passons maintenant au numéro 11 de notre top. Le numéro 11, c'est quoi ? C'est Shangri-La Frontier. Clémence, tu vas nous en parler. C'est l'histoire de l'un des meilleurs gamers du monde qui part à l'assaut du gros succès du moment, mais il découvre qu'en fait ce jeu là, qui est un peu le jeu, il n'est pas aussi casual gamer qu'il imaginait. Ouais, en fait à l'origine c'est un joueur de mauvais jeux, de jeux buggés, de jeux pourris, et donc forcément quand il débarque dans ce super jeu, il est là, attends mais en fait c'est bien les bons jeux. T'as un peu envie de dire bah oui mon gars, c'est le principe. Mais ouais, c'est assez marrant parce que moi c'est un manga que j'adore quand je lis. Vraiment je trouve que c'est super dynamique. Et en fait j'avais lu le premier tome puis je l'avais oublié. Enfin vraiment puis j'ai lu d'autres trucs et tout, et je me suis dit ah ouais il y a le 2e tome, bon allez vas-y. Et en fait je me suis replongée dedans à fond, et je trouve que c'est, en termes d'aventure, ça fonctionne super bien. Alors après, moi, j'ai toujours un peu cette crainte que ça plaise pas trop aux non-gamers, ceux qui n'ont pas vraiment les références. Et c'est d'ailleurs ce que disait Johnny. Il disait justement que c'est les problématiques classiques des mangas du genre, mais à son plus haut niveau. En gros, lui, il est fan de MMORPG, donc il peut que conseiller ce titre. Mais Cagnard peut représenter Johnny si tu veux. Oui, mais je sais pas, Clémence a voulu le faire. Et je vais être honnête avec toi, Max, je suis hyper concentré sur les marques de céréales. En fait, j'ai regardé sur mon téléphone discrètement quelle autre marque de céréales il existait. Mais oui, je vais citer Johnny en disant que, étant un joueur lui-même, il se prend à s'identifier facilement au héros, et s'il gagne, Johnny gagne aussi. Et il a assez raison là-dessus. Quand tu lis Shangri-La Frontier, tu as l'impression d'être un gamer. Même moi qui joue pas trop, tu vois, je trouve qu'il y a un truc d'identification très simple et très complexe en même temps. Parce qu'on parle quand même d'un truc où tu vois un héros qui évolue dans un jeu vidéo, et bizarrement, toi, t'arrives aussi à t'identifier à ça. Clémence, t'arrives à t'identifier toi ? Complètement. En fait, je pense que c'est lié aussi un petit peu à son look, enfin la façon dont l'univers est créé, le look du personnage principal qui a une tête d'oiseau et qui est un peu farfelu et qui arrive torse nu, à moitié à poil dans une ville. Enfin, il y a un côté. C'est vrai que tu t'habilles comme ça. Tous les jours. Oui, podcast, d'ailleurs, moi, je mets des plumes sur la tête. C'est toujours étrange, mais on s'est habitué. Voilà, exactement, donc forcément. Shangri-La Frontier, c'est un manga qui est toujours en cours. Le tome 3 arrive ces jours-ci ou ces semaines-ci en France, si c'est pas reporté, parce que des fois, à chaque fois qu'on annonce des trucs, on voit que c'est toujours reporté et ça n'arrête pas. Les reports sont continus en ce moment. Donc Shangri-La Frontier aux éditions Glénat. Ça y est, on rentre maintenant dans le top 10. On a évacué les 5 derniers, on va dire, du classement. Là, on arrive en mode sérieux. Top 10, Cagnard, jingle.
Rice Krispies. Oh, il a bien bossé. Hein. Il l'a bien bossé, ouais, là, il avait direct. Attendez, je cherche le prochain. Ouais, maintenant tu vas parler de Undead Unluck avec moi, Cagnard, 10ème de notre classement Undead Unluck, l'une des grosses cartouches du shonen, du Weekly Shonen Jump qui est arrivé en France cette année. L'histoire, c'est Undead qui est immortel. Avec lui, Unluck, qui provoque la pire guigne du monde. Et ensemble, ils vont partir à l'assaut de missions où leurs pouvoirs vont être fort utiles. Et les pouvoirs les plus fun et intéressants que j'ai vus depuis bien longtemps sont dans ce manga. Ouais. Et il est vraiment cool pour ça, pour ses pouvoirs quelque chose. Ah bah c'est exactement ce qui m'a plu dans ce manga. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un côté footrack. Dans ce manga, t'as plein d'infos qui sont données, que ce soit au niveau des pouvoirs, des organisations, des personnages que t'as pas encore vus mais dont t'entends déjà parler et compagnie. Mais je qualifierais ça de joyeux bordel en fait. Et joyeux bordel à la One Piece. Tu sais quand l'équipage de Luffy arrive sur une île, tu sais que ça va être le bordel. Et tu sais que tu vas découvrir 10 000 types. Exactement. Et ben là, j'ai envie de découvrir tout ça. J'ai envie d'être dans ce joyeux bordel qui est très bien rythmé, ça va très vite. Mais c'est footrack. Je peux pas dire que c'est un titre clair, c'est un titre footrack, mais que j'adore suivre vraiment. Mais en même temps, justement, ces pouvoirs, ok, Undead a un pouvoir assez simple, Unluck assez simple aussi, mais les autres avec eux, déjà d'une, comme dans beaucoup de mangas de ce genre et dans les shonen d'aventure du Jump, il les révèle pas tout de suite, genre je garde mes pouvoirs pour moi. Bah d'ailleurs ça m'a fait penser que je trouvais qu'il y avait un gros point de rapprochement avec Hunter x Hunter dans le traitement des pouvoirs, dans le sens où là tout l'enjeu, et Jojo aussi d'ailleurs, c'est de savoir quel est le pouvoir de l'autre, de ton adversaire. Et tant que tu connais pas son pouvoir, tu sais pas vraiment comment tu peux réagir. Et du coup, bah, ça me maintient encore plus dans cette idée de ouais, c'est un Hunter Jojo-like en termes de pouvoir, ça va être vraiment très très marrant quoi à suivre. Mais tu vois, dans les combats, c'est clairement ça, parce qu'ils vont passer leur temps à essayer d'échanger des coups, à essayer leurs coups spéciaux, dans l'idée de réussir à comprendre quel est le pouvoir de l'autre et pouvoir répondre suffisamment. Et puis mine de rien, même s'il y a un côté très foutraque dès le tome 1, je sens qu'il y a un côté tout peut arriver, littéralement, vu qu'en plus tu peux tuer les gens autant que tu veux, on va dire. Sachant que elle, avec son pouvoir de guigne, elle peut faire tomber des météorites. Ouais, et ça peut vraiment très vite partir en couille. Mais sauf qu'elle le contrôle pas. Ouais. Elle le contrôle pas du tout, mais bizarrement, j'ai l'impression que l'auteur, il sait exactement où il va. Et bah, tu vois, ce tome 2, il m'a vraiment permis de me dire ok, en fait, il a exactement son univers et il sait exactement comment le structurer. Donc, même si ça va dans tous les sens, moi, je fais confiance à l'auteur. Je sens du contrôle là-dedans. Bizarrement, je sens du contrôle. Bah, le tome 1, il est fun, mais il est fun. Le tome 2, déjà, tu commences à les voir arriver dans cette espèce de congrégation qui délivre. C'est encore d'infos et encore des infos et encore des infos. Et ouais, avec un truc bizarre un livre bizarre qui te délivre des missions et tout. Ok, ouais, ça m'intéresse là. Je sais pas, c'est bizarre, mais ça m'intéresse. Undead Unluck, donc toujours en cours au Japon dans le Weekly Shonen Jump, c'est sorti en France aux éditions Kana, et Kana qui va délivrer quelques éditions collector dans les Undead Unluck. Ils l'ont fait pour le tome 1. À mon avis, ils vont le faire pour d'autres tomes à venir. En parlant d'édition collector, faisons un petit point sur une édition collector qui a fait énormément parler d'elle à la toute fin de l'année 2021. Le tome 100 de One Piece. De quoi ? Le One Piece, tu sais le ouais. Merci Clémence. Le contre ninja. Oui, le tome 100 de One Piece qui est arrivé en France, on s'attendait à un raz-de-marée, bah il y a eu un raz-de-marée quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est le tome collector qui a été plus imprimé que les tomes standards de 95% des séries. C'est ça un peu dans l'esprit. Ouais, près de on doit avoir dépassé les 200 000 exemplaires en un mois là pour One Piece tome 100, donc c'est gigantesque. Et puis la folie quoi, les files d'attente. J'ai l'impression que à peu près tout le monde a réussi à en avoir, enfin que ça a été mieux géré. Après, ils en ont fait plus du tome 100 qu'ils n'avaient fait du tome 99 et du tome 98. Ouais. Ah. Ils ont eu le nez, dis donc. Est-ce que du coup le tome 98 et 99 vont pas devenir plus rares ? Peut-être, mais je pense pas que ça soit de leur faute en revanche d'avoir fait plus ou moins de titres. Je pense que c'est le grand chef au Japon qui a donné les accords pour tant et tant d'exemplaires et que pour le tome 100 ils ont été plus sympas que pour les autres. Ouais, mais c'est même sûr. Je vois pas pourquoi sinon ils auraient fait ça. Tu vois.
L'intérêt de Glénat, c'est de. C'est d'en vendre un maximum. Ah oui, ça on pas déconner. Je veux dire, tu vois, mais ils veulent en vendre. C'est ça. Cas, ouais. Du coup, je sais pas, ça a attiré aussi beaucoup les regards sur le manga. Ouais. Ça, c'était. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de One Piece dans les médias et tout, même. Sur France Info le matin, quoi. Très traditionnel. Toute la journée, tu veux dire. Il y a la nuit sur France Inter. La couverture du magazine de M. M Le Monde. Ils ont fait la couverture avec One Piece quand même. Ce qui est fou. Ouais. Et moi là où j'ai vraiment été marqué, c'est je travaille parfois très très tôt le matin et j'allume la radio et souvent. Il a dit parfois. Parfois. Et donc à 5h j'allume France Info. Bon, je sais pas, pour avoir une compagnie quoi. Et là je les entends parler de One Piece tome 100 qui sortait le jour même. Je fais mais qu'est-ce que c'est Quel est cet univers? Où suis-je? Pourquoi vous parlez? Vous avez pas le droit de parler de manga, c'est nous ça. Arrêtez maintenant. Ils sont radio. Pourquoi ils nous ont pas invités? Ils nous ont même pas fait de pub en plus. Non, même pas. Après, on n'a jamais parlé de One Piece. C'est vrai. C'est vrai qu'on a jamais fait d'émission. Si, on a déjà parlé de One Piece, on a jamais fait mais on n'a jamais fait une émission. On a fait une émission, ils ont 20 ans et dedans on parlait de One Piece. Tout à fait. C'est vrai. Il y y a très longtemps maintenant. J'étais pas là. Non, tu n'étais pas là, émission peut-être 60, 70 par là. Des années, 60. Oui, c'est ça, exactement. C'était donc notre petit point sur le top 100 le tome 100 de One Piece qui est effectivement un des gros événements de cette année. L'année prochaine, on a un tome 100 de Détective Conan. Ce sera moins un événement. Ce sera moins un événement, mais ça sera un événement pour les fans de Détective Conan. Ouais. Et ils sont quand même tout de même assez nombreux. Ils sont organisés. Et ils sont organisés, ils peuvent nous taper. Alors attention. Mais on les aime bien. C'est ça. La suite, c'est avec le numéro 7 ex-aequo. Bah ouais. Si je ne dis pas de bêtises, on passe du 10e au 7 ex-aequo parce qu'ils sont 3 à être 7 ex-aequo. À commencer, Julie et Robin, par Bucket List of the Dead. On en avait parlé. On avait parlé de manga de zombies. Et là on se retrouve avec Bucket List of the Dead qui est un de nos mangas préférés cette année. L'histoire d'un salaryman au bord du burn-out qui retrouve sa meilleure vie depuis que le monde est envahi de zombies, et avant d'en devenir un lui-même, il a 100 choses à faire, pas toujours essentielles, mais il va les faire. Ouais, et de toute façon, je vais un peu répéter ce qu'on a dit dans l'émission, mais c'est vrai que ce qu'on a trouvé cool dans ce manga, c'est que c'est vraiment un manga très feel good, mais avec des zombies, tu vois. Rien que le concept de départ, il est marrant, quoi. Il donne envie de le lire, et je trouve que à la lecture, ça se confirme que c'est un manga qui est cool, quoi. C'est là où ça pourrait basculer dans de la tranche de vie un peu chiante, tu vois, genre vraiment c'est survivalisme positif, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, il y a un côté quand même rythmé du fait de la liste, parce que voilà, il a quand même ses choses à faire. C'est presque comme un manga de Pokémon, quoi. Au lieu de collectionner les Pokémon, il doit rayer les trucs dans sa liste, tu vois, mais il doit quand même avancer dans son truc, et du coup tout ça donne un côté très rythmé, très fun, très prenant. Et puis je trouve que c'est un manga aussi où finalement le personnage principal, moi c'est celui pour lequel je m'attache le plus, ce qui est pas toujours le cas dans les mangas en fait. En général, souvent le personnage principal je le trouve un peu lisse. Et là dans Bucket List, je trouve que justement c'est grâce à lui que tu te prends dans l'aventure, quoi. Bah écoute, en fait moi j'étais un peu étonnée de le trouver à cette position là, même si la lecture avait été super fun, quoi. Donc c'est qu'on l'a tous aimé en fait. Mais oui, c'est ça. Et comme disait Robin, c'est vrai que le côté critique sociale, finalement on a l'habitude maintenant, surtout avec les récits de zombies, de survivalisme, etc. Mais là c'est super drôle. Et c'est ça aussi qui fait que ça tire un peu son épingle du jeu, et que voilà, il a cette originalité là, quoi. Et enfin c'est vraiment un titre pour moi qui est vraiment idéal quand tu cherches une lecture légère, un truc qui est vraiment pas prise de tête et qui est super divertissant. Ils sont assez fins en plus, il n'y a pas une très grosse pagination. Et ils sont jolis. Et ils sont jolis et ça se lit super vite. Bucket List of the Dead, les auteurs ont été interviewés lors du PAM dont on parlait dans les précédentes émissions, le fameux festival virtuel organisé par les éditions Kana. Dans l'interview que j'ai regardé, les auteurs parlent de la liste. La fameuse liste des 100 choses à faire, et je crois que c'est le dessinateur qui vanne le scénariste en lui disant mais comment on va faire ça non mais t'as pas tout écrit, tu m'avais pas tout donné à ce moment là, c'est pour ça que j'ai fait un dessin où on voit pas la liste, mais il y a une raison, et ouais je l'ai pas écrite. C'est très vrai. Tu sens qu'en fait les deux ils s'éclatent.
Et ça se ressent dans le livre en fait. C'est vrai que je suis d'accord. Ouais, ils s'éclatent. Ils ont l'air de très bien s'entendre en tout cas. Et voilà, le fait qu'ils ne sachent pas, alors peut-être que maintenant il le sait, mais qu'au début il savait pas quoi mettre dedans, dans les 100 et qu'il ait pas fait les 100 choses dès le début avant de se lancer dans le manga. Moi, c'est un truc qui me fait rire. Et du coup, ça me donne confiance dans la suite et la fin du manga, puisque ça lui permet aussi d'orienter également, de faire une ellipse s'il faut, ce genre de choses. Parce que dans l'ellipse, comme ça, il peut faire des trucs nuls qui mettraient à la fin de la liste. Il va tout rayer d'un coup. Je me demande s'il va, au bout d'un moment, passer un peu dans le dramatique. Je sais pas, j'arrive pas à me faire une opinion pour le moment, parce que tout est très feel good. Mais je sais pas si à un moment, il va, sachant que Alice in Borderland, c'était très dramatique. Là, je me demande si à un moment il va oser le faire, si ça sera le ton général ou juste une histoire. Je suis très curieux de ce manga en fait, de l'évolution. Bucket List of the Dead, il y a déjà 3 tomes disponibles en France. Numéro 7, ex-aequo, aux côtés de Bucket List of the Dead, on retrouve également Cagnard et Julie. Don't Call It Mystery, une œuvre subtile qui met en scène une sorte de Sherlock des temps modernes, aussi hautain et énervant que son homologue britannique. Il résout des crimes sordides, mais pas que non plus. Il résout des choses en tout cas. Écoute, je vais prendre donc les mots de Johnny, puisqu'il nous avait dit qu'il n'avait plus rien depuis la série Sherlock avec Cumberbatch, qui avait été donc mangaisée. Et donc là, il a trouvé le digne successeur pour incarner Sherlock nippon, mais bon, toujours enquêteur malgré tout. C'est vrai que tu cites Johnny, mais toi aussi, Julie, t'avais adoré ce manga. Bah, moi, j'aimais surtout l'auteur, et j'avais des petites appréhensions, quoi, parce que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été éditée en France, et que de ses dernières séries n'a même pas connu de fin. Alors que là, ça a l'air d'être bien parti, quoi, pour que, en tout cas, il y ait de plus en plus de lecteurs, quoi. Cagnard, qu'est-ce que tu as pensé de Don't Call It ? En fait, je trouve que le titre, il est vraiment à l'image de son héros. Il y a un décalage, et un décalage qui m'a vraiment passionné, c'est-à-dire il y a un décalage assez mystérieux dans ce manga, dans le sens où c'est comme si le héros, il semblait être dans la mauvaise histoire. Alors, en fait, c'est hyper cryptique, on dirait qu'il a rien à foutre là, et au final, toute l'ambiance de ce titre, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, entre le ton, le rythme, le perso, l'histoire, il n'y a rien qui va ensemble. Et pourtant tout fonctionne. Il y a une sorte de dissonance dans ce titre que je trouve vraiment hyper original. Et c'est très inédit pour un manga, et encore plus pour un polar. Et en plus avec le style de dessin de l'auteur, où t'as l'impression qu'il a un petit peu orienté shoujo. T'es là, mais c'est un polar, mais je comprends pas que le mec il réagisse comme ça. En même temps, l'histoire elle est hyper intéressante. Tout ça donne une dissonance qui sonne très juste en fait, et très originale. J'ai pas d'autres occasions de lire des titres avec un ton aussi différent. Moi je suis d'accord, c'est aussi un énorme coup de cœur de cette année, mais rien que pour le personnage principal, comme tu disais, en fait il est un peu détonnant, on sait pas trop ce qu'il fait là, et même lui parfois il sait pas trop ce qu'il fait là non plus. En fait je trouve qu'il a un flow vraiment qui est impressionnant. Quand Johnny parle de Cumberbatch dans Sherlock, il a ce côté là, il a ce côté en fait adorable, en même temps hyper intelligent, en même temps insupportable. Il parle beaucoup trop, enfin je veux dire dans la vraie vie ce type il serait insupportable. Et dans les autres mangas, autant de textes. Mais c'est super littéraire. Mais ça aussi, ce qui est génial. Et puis même, il y a, comme je disais, il y a plein d'énigmes. En fait, toi-même, tu te dis, attends, moi aussi, j'ai envie d'essayer de trouver. Enfin, c'est vraiment, il incarne, je trouve assez bien le récit à énigmes, un peu donc à la Sherlock, mais vraiment avec un twist et à sa propre façon. Et je trouve que c'est très réussi. Et en plus, le livre, je le trouve très beau. Ouais, le livre est très bien réalisé également en termes de fabrication. Moi, c'est pas tant. Je me suis pas pris forcément dans les enquêtes, dans ces éléments-là, mais vraiment, je me suis pris d'affection pour ce personnage principal. Ouais. Il est hyper original. Ouais. Il sort de nulle part. C'est un ovni, tu vois. C'est un ovni dans cette histoire. C'est pour ça que je reviens vraiment sur. Normalement, rien devrait fonctionner dans ce titre. Et tout fonctionne. C'est bizarre, elle a réussi à trouver un ton juste, très, très bizarre. Il y a un petit twist, j'adore, enfin je vais vraiment pas spoiler parce qu'en plus sinon il n'y a pas d'intérêt, mais à un moment il monte dans un bus et en fait il se trompe de bus, quoi. Il y a une prise d'otage dans le bus, quoi. Et en fait t'as un petit twist à la fin, genre on te dit mais c'était pas le bon bus en fait, tu t'es trompé mon gars. Et je trouve ça génial, t'es là, d'accord. Il s'est par hasard retrouvé dans le bus des j'allais dire des cambrioleurs, pas du tout, des mais preneurs d'otages, des preneurs d'otages, genre bref.
c'est parfait. Don't Call It Mystery, c'est aux éditions Nueve Graphics également, dont on parlait avec Rent a Girlfriend. 3 tomes sont déjà disponibles pour Don't Call It Mystery. 7ème ex-aequo, là on n'est pas sur une surprise, on est sur un blockbuster, Robin. Ouais. C'est Mashle. Yes. Mashle, et si Harry Potter était nul en magie mais balèze en muscu, bah voilà, ça donnerait ce manga. C'est le cas de Mash qui va donc sacrément bousculer son école de sorcier à lui. Tout à fait, on en avait fait une émission d'ailleurs quand c'était sorti. Et parce qu'on avait adoré le premier tome, mais moi j'ai continué à lire et j'ai continué à adorer. Et c'est vrai que je m'attendais pas à aimer, quoi, parce que moi les mangas d'humour de base c'est pas trop ma tasse de thé. Et là je trouve qu'il y a un dosage humour-aventure qui fait que j'ai été pris dedans, et même l'humour m'a vraiment fait rire, donc c'est vraiment... Ce qui est rare avec toi. Tout à fait. Tenons à le signaler. Robin ne rit pas très souvent sur les mangas. Dans la vie. Dans la vie, je rigole beaucoup, mais les mangas, c'est vrai que... Robin est chiant, en fait. Que je suis pas tout à fait client de l'humour. Enfin, en tout cas, des mangas d'humour. Le manga que tu trouves le plus drôle, si je me souviens bien, c'est Berserk, c'est ça. C'est celui-là qui te fait taper des barres de rire et tout. Le sabbat. Bah oui. Vous voyez que je suis fun. Et voilà. Et non, après moi ce que j'ai trouvé marrant aussi, c'est qu'apparemment de ce que j'ai lu, le dessin semblait un peu clivant. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas très bien dessiné, grave. alors que en vrai c'est hyper, le mec est trop fort, quoi. C'est juste qu'il crée des ruptures, et que des fois quand c'est justement du dessin humoristique ça a l'air mal dessiné, mais enfin dans les scènes badass ça se voit que le mec il sait ce qu'il fait, quoi. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment le côté rupture qui fait qu'il y a des gens qui trouvent ça vraiment moyen niveau dessin. Ouais, mais arrêtez-vous sur les planches. Carrément. Arrêtez-vous sur les planches et regardez comment ils composent ces gags. Ils sont armés du début à la fin. Le travail sur les onomatopées qui peuvent sortir des cases ou non, et ainsi de suite. T'as des choses super intéressantes si tu t'y intéresses un petit peu. Si vous vous ennuyez, que vous avez pas forcément envie d'acheter un nouveau bouquin, feuilletez. Si vous en avez un, feuilletez un Mashle, et vous allez être assez surpris quand on s'y intéresse de près. Ouais, des beaux dessins, il en a. Il en fait, mine de rien, il en fait beaucoup. Alors, moi, pour le coup, Mashle, c'était un petit peu sûr que ça allait me plaire. Je suis un gros fan de Beelzebub, et je pense qu'on est un peu dans la même veine de shonen absurde, vraiment, où on va pousser le concept de l'humour très loin. Et par contre, là où ça m'a étonné, c'est que moi, pour moi, Mashle, en fait, c'est plus... un truc qui est un chapitre d'un manga parodique. Tu vois, je l'imagine comme Gintama. Tu vois, si Gintama décidait de faire un chapitre en référence à Harry Potter, ben voilà, ça serait Mashle, tu vois. Mais bizarrement, c'est vrai qu'en continuant les tomes, la mayonnaise, je trouve qu'elle prend réellement. Quand t'es passé à côté du côté humoristique, bon, tu t'es quand même marré, parce que j'avoue que je trouve ça vraiment drôle. Les aspects dramatiques, ils sont très bien gérés, mine de rien, et quand commence à y avoir de l'implication émotionnelle, c'est là que je trouve que l'auteur est très très fort, parce que entre l'absurde et le dramatique, t'as quand même un monde entier, et il arrive à plutôt bien gérer ça. Mais tout en mettant justement des réponses absurdes de Mash à des moments extrêmement dramatiques, tout en réussissant à garder l'aspect danger qu'on a dans les mangas de combat comme ça. Il a une bonne osmose. Et puis c'est grâce à sa galerie de personnages secondaires aussi. Je pense qu'il utilise un peu, c'était un peu la technique de One Punch Man. C'est un peu le même genre de mécanique, mais je trouve que dans Mashle, il y a quand même un truc qui fait que il est au centre quand quelque même. part, tu t'attaches quand même un peu plus au personnage de Mash. Il y a un truc plus évidemment shonen dans Mashle que dans One Punch Man, quoi. Et bon, j'ai un peu du mal en fait à évaluer les échelles de puissance dans ce titre, parce que pour moi, à ce stade, ils sont tous déjà devenus vraiment trop puissants. Du coup, je me dis que il va pas pouvoir continuer comme ça pendant 15 ans, et il va y avoir autre chose. Alors, du coup, j'attends qu'il y ait un gap de puissance, vraiment, qui va le mettre au niveau des profs ou au niveau d'adversaires. Mais du coup, je me demande vraiment comment ça va être traité, parce que normalement, c'est traité de manière très rationnelle dans un shonen. Progressif. Où soit tu fais un flash forward en disant, voilà, 5 années plus tard, ils sont devenus plus puissants et tout. Mais là, je me demande comment il va gérer ça, parce que là, clairement, les persos sont beaucoup trop puissants pour un tome 5. Tu vois, du coup, je me doute qu'il va se passer un truc à ce niveau-là pour rétablir l'équilibre, ou pour opposer des gens encore beaucoup plus puissants. Et ça, j'avoue que ça m'intrigue pas mal comment ça va être géré. Mashle, c'était l'un des gros lancements de cette année aux éditions Kazé, toujours en cours au Japon, bien évidemment. Faisons un petit point d'ailleurs sur
les meilleurs lancements de nouveautés de mangas originaux les plus vendus cette année, les 10 meilleurs lancements de séries de l'année. Mashle est-il dedans à votre avis? Bah oui, forcément. Mashle est premier. Mais tu vois, je m'attendais à ce que ce soit un blockbuster, mais à ce point, je trouve ça. Mashle, meilleur lancement de l'année. C'est un truc de fou. Le Tom Hanks c'est le plus vendu. Après, attention, Kaiju 8 est deuxième. Mais il est sorti plus tard. Mais il est sorti en octobre, donc si ça avait été inversé, je pense que le classement serait inversé. Il y a des chances. Troisième à votre avis? Manga dont on va parler dans quelques instants. Blue Lock. Blue Lock, bah oui. Quatrième, Toilet Boon Hanako-kun. Cinquième, en manga dont on va éventuellement parler. 5e meilleur lancement de l'année, Les Carnets de l'apothicaire. Non, je pense pas. C'est une surprise. 6e meilleur lancement de cette année, Kaguya-sama Love is War. Grosse surprise. Toilet Boon Hanako-kun et Kaguya-sama Love is War. Je pensais pas qu'ils allaient c'est vrai qu'il y avait des fanbases quand même, parce que quand les titres ont été annoncés, qui les attendait depuis longtemps. Les Carnets de l'apothicaire, je trouve que ça sort beaucoup plus de nulle part pour le coup. C'est vrai que c'est l'année de la comédie un peu, quoi. On a quand même des. Mashle c'est drôle, Kaiju c'est drôle, Blue Lock c'est moins drôle. Toilet Boon c'est drôle, Les Carnets c'est marrant. Kaguya-sama c'est drôle. Blue Period qui est 7ème, là c'est moins rigolo. Mais c'est génial, donc c'est pas grave. C'est ça. 8e meilleur lancement, Mission Yozakura Family. C'est drôle. C'est marrant aussi, c'est humour. Moi j'attends vraiment pour Mission Yozakura que ça développe un petit peu plus. Mais je pense que ça va être un bon manga vraiment. Mais c'est encore mignon. Il prend un peu son temps au début. 9e meilleur lancement, Undead Unluck, dont on vient de parler également. Et puis 10e meilleur lancement, Shangri-La Frontière. On retrouve tous les blockbusters prévus en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de grosses. Enfin, si, il y a des surprises, mais je veux dire, il n'y a aucun absent. Mais c'est vrai qu'il y a un truc assez léger dans le. C'est plutôt fun. Après, c'est quand même des titres où il y a eu des grosses campagne de marketing et de communication, donc tout s'explique aussi un peu. Ouais, tout à fait. Mais soit ils étaient connus vachement en avance, soit le travail marketing a été finalement vraiment appuyé. Le plus surprenant, c'est peut-être Les Carnets de l'apothicaire. Cagnard a raison. C'est pas un titre qu'on attendait nous déjà. Rien que pour nous, c'est une surprise parce que on avait vu qu'au Japon il y a eu des prix des machins, et même Ahmed l'a dit aussi quand il est venu dans l'émission. Mais l'air étonné qu'on en parle autant à chaque émission. Mais ça marche. Bon, enfin, peut-être qu'on n'en parlera pas dans celle-ci. On verra. Après, je sais pas. Franchement. Continuons sur le top. Là, on a encore. On était avec les 7e ex-aequo. Là, on a des 4e ex-aequo. C'est n'importe quoi en fait. Comment on a réussi à faire autant d'ex-aequo? On n'a pas mis des notes suffisamment bizarres. On mettait des 80, 85, 90. Non, il y a des gens qui mettaient des 83 et tout. Moi, j'ai essayé, mais je me fais un top très précis avec à la fin, juste au point près. Non, mais je crois que là, c'est vraiment un hasard de tout est arrivé ex aequo. Mais chaque année, on répète de toute façon que personne ne comprend rien à ce classement. C'est Maxime qui le gère. Après, il arrive avec le classement. Oui, puis en vrai, on aurait tous des choses à dire au classement. Genre, on aurait tous changé des choses. On n'est pas d'accord. Bien évidemment. Le classement est ce qu'il est. C'est le classement du consensus. Exactement. Cagnard jingle des numéros 4 ex aequo. Choquela. Ah, les Choquela, exactement. Mais c'est les céréales goût Nutella. Je crois que c'est la marque Intermarché, les Choquela. Non, c'est une invention du C'est pas une marque distributeur. Mais non, mais vous avez jamais mangé de Choquela? Non. C'est des céréales au Nutella. Mon Dieu. C'est les gens du Sud-Est, c'est ça qui ont inventé elles sont en forme de une nouvelle appellation de la chocolatine. Mais c'est pas une sous-marque, c'est pas du tout une sous-marque. Je croyais que c'est une marque distributeur. Ah non, pas du tout. Bon, on dit plus sous-marque, on dit marque distributeur maintenant. Ah oui, d'accord. Alors, à partir de maintenant, la prochaine fois que tu me demandes des génériques, je vais parler juste des céréales que je déteste. Très bien. Là, pour l'instant, c'est les céréales que j'aimais bien. Merci, Cagnard. Numéro 4, ex-aequo de ce classement, Kowloon Generic Romance. Les déambulations de collègues d'une agence immobilière dans un quartier de Kowloon à Hong Kong, qui est en proie à des changements aussi modernes qu'inquiétants. Non, je ne prononcerai pas avec l'accent, Julie. Attends, tu peux le répéter? C'est Kowloon. Kowloon? Ouais, je crois. Mais je parle pas chinois. Mais ok, désolé. Moi non plus. Mais en tout cas, en français, on dit Kowloon. Voilà. D'où le titre Kowloon Générique Romance. Voilà, la française. Là, on a compris. La romance, tu vois. Clémence, Julie, parlez-nous de ce titre que on est plusieurs à avoir aussi adoré. Et oui, parce que Johnny du coup aurait dû en parler. Je parle par ma bouche. Je te laisse, Julie. Oui, donc pour Johnny, c'était la romance du début qui laisse place à une intrigue et un suspense de ouf. Il a écrit de ouf. La fin du tome 1. Le mec est lettré. Et voilà. Et donc il a terminé par j'ai été scotché. Est-ce que je comprends tout à fait?
Et donc, la question, c'est vrai que c'est très dur de parler de ce titre sans trop dire, quoi, dévoiler. Mais est-ce que c'est un fond de SF ? Est-ce qu'il y a des intrigues, mais on ne sait pas trop vers où ça nous mène ? On ne sait pas trop quelle est la relation entre les deux personnages principaux, etc. Et donc, effectivement, c'est ce que, en tout cas, Johnny trouvait super enthousiasmant. Et il trouvait que, il y avait ce petit côté peut-être un peu en quête de vouloir découvrir la vérité, quoi. Oui, ça c'est pour Johnny, et pour toi, Julie, comment tu l'as ressenti ? Moi, j'adore cette autrice. Donc déjà rien que ça, j'étais contente, tu vois, de lire à nouveau une histoire écrite par elle. Et c'est magnifique, quoi. En plus, vous mettez un petit fond de Wong Kar-wai là, de musique pour coller à l'ambiance et tout, et c'est génial. Et effectivement, il y a des rebondissements qu'on n'attend pas ou qu'on n'a pas trop envie de dévoiler. Du coup, on peut pas le dire. Je suis d'accord que effectivement, déjà rien qu'au niveau du dessin, c'est beaucoup trop beau. Je trouve que même la façon dont elle dessine les corps, c'est bizarre dit comme ça, mais ça donne super chaud parce qu'il fait chaud. Il fait chaud et humide. Et ça transpire. Ouais, franchement, c'est ouf. À la lecture, ça met dans l'ambiance. Et en plus, je trouve que la façon dont elle dessine en plus les rues de ce quartier, donc Kowloon, ou bon bref, qui est décrit et dessiné comme un troisième personnage en fait, un peu mystérieux, dont on va découvrir aussi bien sûr le passé et tout ça, et donc je trouve ça vraiment super. Et en plus avec cette révélation à la fin du tome 1 qui est aussi de mon point de vue presque, je dirais, salvatrice, puisqu'en fait ça propulse le manga dans une autre dimension. C'est-à-dire que déjà c'est bien, on te met dans l'ambiance, là, c'est pas mal et tout, ok, j'avance, waouh, c'est beau. Et là, en fait tu te dis ok, là il y a un potentiel énorme sur ce manga. Et donc après faut attendre la suite, quoi. Exactement. Kowloon Generic Romance, c'est toujours en cours et c'est aux éditions Kana. Numéro 4, ex-aequo avec Kowloon, il y a Quand sonne la tempête, Cagnard. L'histoire d'un jeune homme qui est écrasé par le poids de la société, par le poids des événements, et qui se retrouve mêlé à une affaire de meurtre qui va peu à peu le transformer. Tu peux mettre des guillemets à transformer. Ah, c'est sale, hein. C'est super sale. C'est ça. Julie, je te laisse commencer. Pour moi, je rebondis après. Parce que je trouve que le titre il claque trop. Quand sonne la tempête, c'est. Mais ça veut rien dire. Une pièce de Shakespeare, quoi. Alors oui, je suis d'accord que le titre sonne, mais non, c'est la tempête. Oui, la tempête. D'accord, je sais. Ouais, mais c'est original, on dirait. Mais en vrai, je suis d'accord, le titre sonne super bien en français. Mais ça veut rien dire, une tempête, ça sonne pas. Bah ouais, mais. Après, quand tu lis le manga, tu te dis, tu peux comprendre quand même. C'est logique. Mais c'est vrai que comme ça, c'est brûle pour point. C'est pour ça que on dirait qu'on vient la tempête, normalement. Voilà. Ouais. Mais enfin. Mais ça sonne bien. Exact. Ouais, ça sonne stylé. Et du coup, je trouve que ça sonne le polar, quoi. Le polar de l'année, super glauque. Super poisseux et vraiment sale, comme tu disais, mais super captivant. Je trouve que c'est étonnant qu'on en ait parlé si peu, parce que c'est un titre qui a beaucoup de qualités, que ce soit des qualités graphiques ou scénaristiques. On en avait un petit peu parlé pendant l'année, et moi je trouvais que graphiquement, on peut le rapprocher d'un Kaneko, d'un auteur qui nous a déjà emmenés sur des polars un peu poisseux comme ça. Et donc, au niveau du scénario aussi, il est un petit peu à part, quoi. On se demande vraiment où est-ce qu'il va nous emmener. Pour moi, c'est vraiment un manga drastique. Là, on est dans le noir. Tu vois, c'est pas vraiment une enquête, c'est pas vraiment un thriller. On est vraiment sur un truc c'est très un combo, noir. Ouais, et je trouve que, en fait, c'est un ton qui est très particulier parce que moi, je commence à lire ce manga, je me dis, waouh, ok, c'est un manga noir. Tout le monde est très sombre, et tu sais, je me laisse un peu avoir, tu vois, au début de la lecture, et je me dis, ouais, c'est dark, tu vois, vraiment. C'est-à-dire que le premier événement qui te marque dans le manga, il fait mal. Il fait mal au personnage principal. Ouais. Celui-là, on peut le raconter, je pense, ou tu penses que ça va gâcher la lecture de ceux qui ne l'ont pas lu? Moi, je resterais vraiment sur le découvrez-le. Découvrez-le, parce que moi, mon expérience de lecture a vraiment été, tu vois, entre le titre, la couverture, le dessin de couverture et le début du ton du récit, j'étais là, ok, c'est noir, la société, c'est sombre. Tu sais, on est dans Uchijima, tu vois, vraiment. Et bizarrement, il y a des moments où j'ai arrivé à la moitié du premier tome, j'ai réussi à rire de certaines situations.
alors qu'elles sont putain de dramatiques. C'est vraiment cette dramatique. Il faudrait me dire où est-ce que c'était quand même. C'est inquiétant. Non mais c'est vrai que tu peux quand même tirer un truc de comédie humaine hyper sordide. Quoi. Quand il retourne voir sa petite amie. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça m'a vraiment perturbé parce que je me suis dit, est-ce que je ris de manière nerveuse ou est-ce que c'est ce que l'auteur veut que je ressente? Et en fait, plus tu continues et plus je dis non, c'est le ton qu'il cherche et c'est un ton qui est hyper unique et pour moi c'est vraiment toute la force du récit. Et puis il y a un ton résolument cinématographique dans ce bouquin, tu vois. Je peux pas m'empêcher de penser aux gangsters de Snatch ou de Pulp Fiction qui sont des gens très humains, très bêtes en même temps, très nuls, et pourtant ça reste tragique, que ça soit Pulp Fiction, Snatch, c'est tragique ce qui se passe. Et moi je pense vraiment que c'est un de mes bouquins de l'année dans le sens si par exemple t'as bien aimé My Home Hero, et j'adore My Home Hero, là on est au niveau au-dessus. Là si tu veux savoir qu'est-ce qui peut arriver de plus grave au gars de My Home Hero, je suis d'accord. Quand sonne la tempête. Si je devais en lire qu'un entre les deux, je lirais Quand sonne la tempête. C'est vraiment trop cool. Et je vais être honnête, moi en fait j'en avais pas du tout entendu parler avant que Cagnard nous en parle, et j'étais là tiens c'est marrant, et j'ai regardé. T'écoutes pas toutes les émissions puisqu'avant que Cagnard t'en parle on en parlait dans une émission. J'ai rien dit parce que je me suis fait aligner pour la même chose en fait. Eh bien non, ça m'arrive de ne pas écouter une émission de temps en temps, je suis désolée, mais oui, bon bref, donc revenons au sujet. Non, en gros, donc je suis allée le lire et c'était vraiment un choc, mais presque effectivement de désespoir, de tragédie, et je me suis même demandé un moment, vraiment, pas qu'elle lise aussi, Jim. Non, mais s'il valait pas mieux pour le personnage principal qui se jette par la fenêtre à un moment donné. Mais vraiment, honnêtement, j'étais là, mais mon pauvre, vas-y quoi, parce que franchement, à ta place, je l'arrêterais moi. Mais c'est trop quoi, enfin vraiment, c'est galère. Moi, tu te dis, et donc ça m'angoissait. Donc c'est génial, mais c'est super angoissant. Donc faut être prêt quand même à y aller dans l'aventure. Et c'est quand même un peu drôle. Oui, c'est-à-dire que moi, je me suis pas pris autant dans le jeu que toi, et moi je lui dis continue, j'ai envie que tu continues surtout. Il y a un truc de film de série un peu Z quoi, enfin je sais pas comment dire, même de film britannique. Voilà. C'est vraiment à part, et pourtant le polar c'est un peu compliqué à gérer en manga. Là le seul truc dont j'ai envie c'est que la série soit courte. C'est vraiment il faut qu'il s'en sorte. Mais mec, elle est courte facile, la série, c'est quoi, c'est 5 tomes non? Ça fera 5 tomes, d'accord. Donc tant mieux, mais je suis complètement d'accord avec toi, il faut pas que ça aille non plus faut que ça se finisse pour ce monsieur à la fin de la tempête. Faut que ça se finisse, faut que la tempête s'arrête, mais faut que ça se finisse. Mais par contre c'est vraiment c'est hyper original dans ce que j'ai lu cette année, et ça m'a désarçonné quoi. Vraiment ça m'a désarçonné comme lecture, et là je vois du frère Cohen et je vois du Tarantino, et c'est vraiment, ça me fait penser à du très bon cinéma quoi. Quand sonne la tempête, c'est 2 éditions Akata, il y a déjà 3 tomes disponibles sur les 5 que fait ce manga. Numéro 4 ex-aequo également. On va changer totalement de style, totalement d'ambiance, Robin, puisqu'on part sur Blue Lock. Là dans Blue Lock on est dans un manga dit de sport, mais le sport, le sport. Oui voilà, on n'est pas tant que ça dedans. L'objectif, l'idée du manga, c'est de former le meilleur attaquant du monde, et donc la fédération japonaise de football organise une sorte de battle royale sportif entre les 200 jeunes les plus talentueux du pays. Battez-vous les mecs. Le pitch qui n'a aucun sens, qui ne pourrait pas arriver. Mais il y a qu'en manga que t'as des pitchs comme ça quoi. Moi c'est vraiment ce truc de si vous êtes éliminé, vous ne pourrez plus jamais jouer au foot de votre vie. Non. En fait, du coup c'est pas grave, je vais continuer à jouer dans mon coin. Non mais c'est ça le truc, c'est que c'est tellement extrême dans son idée. Si t'es éliminé du Battle Royale, tu ne pourras plus être appelé en équipe nationale. C'est extrême. Mais moi j'ai adoré Blue Lock. Je résume ça, je dis c'est le manga de foot pour les gens qui s'en foutent. Parce que y a vraiment ce côté, finalement c'est le death game qui compte plus que le foot en premier. Mais oui, parce qu'ils font quand même du foot, attention. Mais mine de rien, enfin moi voilà, le foot je suis vraiment pas un connaisseur. Alors je suis pas réfractaire, hein, tu vois, la Coupe du Monde je regarde comme tout le monde quoi. Mais je trouve que mine de rien, dans ce petit côté un peu death game, un peu débile, tu vois, genre il y a des vraies infos sur le foot, tu vois, genre les rôles, les attaquants, les défenseurs, et tu sais comment le rôle de chacun, les tempéraments de joueurs qui peuvent coller à tel type d'action que tu fais dans le match et tout. Donc il y a quand même des informations que tu peux prendre. Ouais, puis figure-toi qu'il y a même des idées qui sont émises par Ego,
J'adore son nom déjà, le mec qui organise tout ça, l'instructeur s'appelle Monsieur Ego. Oui. Génial. Ce qui est très fort, surtout dans le foot. Et il y a des idées qui lancent des principes. C'est des vrais débats entre fans de foot. Ouais, carrément. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que le héros, dont je me souviens plus du nom malheureusement, mais lui, sa force, c'est quand même plutôt sa vision de jeu, donc son intelligence. Donc du coup, ça amène vraiment le manga dans un truc très presque Hunter x Hunter, tu vois, où genre quand ils font un match, le mec il réfléchit pendant une demi-heure sur la passe où il va la faire, qu'est-ce que ça veut dire quand les autres font ça. Et je trouve qu'il y a une espèce d'équation Death Game, mystère, duel d'intelligence et sport qui est vraiment quasi parfaite, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment une série super haletante, super prenante. Et c'est vraiment une série que je suis là, je suis à jour. C'est rare les séries que je commence pour être vraiment à jour en temps réel, et Blue Lock, je suis vraiment pris dedans. Et puis je trouve que même au niveau du dessin, il y a un truc super efficace. Il est pas, tu vois, c'est pas un dessin méga virtuose ou une patte que tu reconnais entre mille, quoi. Il est un peu passe-partout le dessin, mais il est super efficace. Les designs sont hyper travaillés, et je trouve que voilà, il y a une sauce qui prend dans Blue Lock qui est vraiment très cool, quoi. Cagnard, ça a pris chez toi aussi? Bah ouais, alors j'avais lu le tome 1, je l'avais trouvé vraiment très cool, et en continuant la lecture des tomes, je crois bien que c'est le manga le plus neketsu de l'année. Ah ouais, c'est clair. Il bouillonne même physiquement. Ah non, mais ça brûle, la passion elle brûle de tous les persos. Quand tu vois leurs yeux là, leurs regards. Alors le dessinateur est très fort pour ça, pour faire des yeux de taré, avec tous des poches sous les yeux en plus, qu'ils ont tous l'air de pas dormir. À la limite de la folie. C'est toujours on est et c'est assez ouf parce que dans un système que je trouve qui pourrait être assez répétitif au final, ça fonctionne. Dès qu'il y a un coup de chaud, ça fonctionne. Et tu vois, Robin dit que le dessin est assez classique, et je suis d'accord, hein, c'est un dessin générique, mais par contre pendant toutes les phases de coup de chaud, non, tu le sens, tu sens que ça brûle, tu sens vraiment l'intensité de chaque coup de pied, on va dire. Tu vois. Mais en même temps, non, mais c'est normal aussi qu'il y ait cette intensité. Les mecs, ils sont passionnés, ils ont qu'un rêve, c'est de faire partie de l'équipe nationale japonaise. Et s'ils perdent là, ça n'arrivera. Leur rêve. Oui. C'est cool, mais encore une fois, ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Mais... tout ce manga n'a aucun sens, parce que en plus, je te dis que c'est le manga le plus neketsu, mais je te parle ça en termes d'énergie, parce que sinon c'est le manga le plus anti-sportif que j'ai jamais lu. Tu vois. C'est clair. Mais il y a même ce côté un peu neketsu avec les pouvoirs, en fait, leurs compétences à chacun, ça devient des pouvoirs. En fait, oui, c'est ça. T'as le mec qui est grand qui va faire des têtes. Ouais, c'est ça. Le gars qui a la vista. Mais ça, on l'avait dans Captain Tsubasa. Hein. Oui. Mais là c'est vraiment marqué limite. T'as un petit truc en disant oula, pardon. Il y a même un petit encadré qui dit genre en gros mon pouvoir c'est de faire ça et tout. C'est le génie, le truc A plus, faut que tu utilises l'équation A plus ton génie plus tel contexte, et ça va. Bientôt il y aura le taux de puissance à côté des coups de pied. Mais tu sais, de manière générale, le shonen sportif, c'est quand même, tu sais, c'est une course de fond, tu vois. Cet auteur, lui, il a rien compris là-dessus, tu sais, parce que tu prends Slam Dunk, t'as une montée en puissance, on va dire. Lui, il a décidé de courir à balle dès le début. Tu vois, dès le début du marathon, il a dit je vais y aller à 200. Donc je me demande, mais jusqu'à quand il va tenir? Parce que là, on en est qu'au tome 5, et t'as l'impression que les gars, ils sont déjà à 2 doigts de perdre la vie. Du coup, ça m'intrigue vraiment, parce que ce côté haletant, je l'ai rarement senti dans un shonen sportif aussi vite et aussi intensément. Et lui, il va se fatiguer, le mec, à un moment, c'est pas possible, tu vois, parce que déjà à la lecture, tu le lis, c'est intense, c'est vraiment intense, et c'est un des titres que j'ai préféré cette année, quoi. Blue Lock, c'est un manga qui est édité aux éditions Pika en France, et qui est toujours en cours au Japon, et qui devrait être relativement long. Et j'enchaîne avec un autre petit top vente aussi, enfin pas un top vente vraiment. Là, avec ce classement, j'ai envie de mesurer la popularité des licences manga, mais à travers les ventes. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toutes les données que je pouvais avoir, que j'ai pu récupérer, ainsi de suite, et j'en ai fait un classement. Donc, j'ai fait des classements par grande famille. Donc quand je prends Naruto, il est avec Boruto, parce que Boruto s'appelle Boruto Naruto Next Generation. C'est la famille. C'est la famille. Donc. Dragon Ball, j'ai pris Dragon Ball Super. C'est pas la famille. C'est la famille. C'est éloigné. C'est quand même un peu. Et j'ai pris les spin-offs et ainsi de suite, quoi. Et ça nous donne le top 20 des licences les plus vendeuses, les plus bankable en France cette année. 20e Seven Deadly Sins. 19e Hunter, toujours là, il se passe rien, mais c'est la famille. Il est là.
C'est le manga semi-abandonné que les gens achètent le plus. Ouais, incroyable. Oui, c'est l'oncle qui est toujours là aux soirées. Ça. Tu sais, mais ça prouve la force de la série en soi. Ouais, carrément. 18ème Death Note, on en parlait tout à l'heure. 17ème, là j'étais très surpris que ce manga vende plus que Death Note, c'est Black Clover. Ah oui. Ah, mais toujours là. Mais ils ont une grosse fanbase. Il fait pas beaucoup parler de lui, mais il est là. Et puis il s'approche de la fin surtout. Chainsaw Man est à la 16ème place, un gros année de Chainsaw, beaucoup de tomes sortis. Assassination Classroom, alors là il y a eu 0 sortie, mais il est toujours là. 15ème. Dr. Stone est 14ème. Ensuite, devant Dr. Stone, Tokyo Revengers. Ouais, mais cette année, il y a eu un énorme boom avec la série. C'est le momentum de Tokyo Revengers. Oui, je crois, ouais. On verra l'année prochaine. 12ème Spy Family, 11ème One Punch Man. 10ème, là on arrive dans les gars durs. Ouais. Berserk. Yes. Ah ouais, un tome par an. Non, mais j'imagine que là, en plus, avec la mort de l'auteur, il y a peut-être eu un. Ouais, mais il a toujours été très très haut, Berserk. Oui, mais je veux dire, il y a peut-être eu un. Dès qu'il y a un tome qui sort, ça vend. C'est clair. 9ème Promise Neverland. 8ème Fairy Tail qui descend année après année. Ça continue, hein. 7ème Jujutsu Kaisen, il est là. 6ème, et alors là, ça me fait vraiment mal au cœur. Dragon Ball. Est-ce qu'on n'approcherait pas tout doucement d'une fin pour la licence Dragon Ball, enfin d'une fin. C'est-à-dire qu'avant il était toujours dans le top. Après les ventes elles sont là, honnêtement. Super, Dragon Ball Super c'est toujours dans les meilleurs. Ouais, c'est toujours, mais par rapport aux autres. Ouais, le rayonnement. On commence peut-être à approcher d'une fin de l'exploitation de la licence, c'est-à-dire la bande-annonce là, du nouveau film qu'ils ont mis. Ouais. Merde quoi, ça ressemble plus à rien là, ça ressemble à un cadavre que t'es en train de continuer. Et puis il y a moins de recrutement je pense aussi. Ouais, alors qu'à côté de ça t'as des super séries qui arrivent et qui défoncent, tu vois, donc je sais pas, il y a peut-être un... C'est notre grand-père. C'est sûr que les nouveaux lecteurs vont pas aller se jeter sur Dragon Ball Super, donc logiquement je pense les ventes de Dragon Ball Super sont excellentes, mais effectivement c'est pas au niveau de Demon Slayer quoi. 4ème justement c'est Demon Slayer, et entre Demon Slayer et Dragon Ball, il y a l'attaque des Titans. Suivez un peu. J'ai pas bien compris. Avec ton doigt qui oui, c'était pas très clair. Si, c'est comme ça. C'est le. Ah, Titan. C'est ça. Oui, d'accord. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit. Oui, il a glissé son doigt, c'est tout. Tout à fait. Le top 3, le podium, bon, vous le connaissez. One Piece, Naruto et Demon Slayer. Non, My Hero. Dans l'ordre, ça doit être One Piece, Naruto, My Hero. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais si on prend avec ma méthodologie en tout cas. Parce qu'il y a des gens qui vont discuter de alors comment dire. Il faudrait que tu publies le livre blanc de la méthodologie. Oui, très bien, je vais publier un livre blanc de ma méthodologie. Je pense que ça va intéresser, attends, je compte 12 personnes. Personne dans le podcast. Oui, déjà. Il y a peut-être une ou deux personnes sympas dans le Discord qui vont le lire quoi. Mais vraiment parce qu'ils avaient envie d'être sympas. Exactement. Et on retrouve un peu la même chose sur le top des tomes 1. Naruto c'est le tome 1 qui se vend le plus, Demon Slayer c'est le deuxième tome 1 qui se vend le plus, One Piece en 3, My Hero Academia en 4, Jujutsu en 5, L'Attaque des Titans en 6, Spy Family en 7, Assassination Classroom qui continue de recruter. Qu'est-ce que tu fais là Et puis ensuite on a Mashle, Fairy Tail, Kaiju, puis mon Solo Leveling, mais c'est un webtoon, ça compte pas. Il est pas là, tu peux le dire. Ah, c'est dur. Il sera peut-être dans la prochaine émission. C'est vrai qu'on voit que Max profite du parce qu'il faut savoir que Joe adore Solo Leveling. Et peut-être qu'on en parlera dans la prochaine émission. Il nous sort des petits dingueries sur notre messagerie où il fait c'est aussi bien qu'Hunter x Hunter. Et du coup ça a un peu tendance à nous frustrer. C'est-à-dire qu'on fait comme si on ignorait, cacher ce message. C'est comme ce message sera supprimé rien que pour vous. Oui, mais ça me va. C'est comme l'oncle raciste à table quoi. Tu fais t'as raison. C'est exactement ça. Cagnard profite de cette prise de parole pour nous faire un petit jingle numéro 2 ex-aequo. Alors, numéro 2 ex-aequo, j'ai dit donc que je parlerai uniquement de céréales dégueulasses, donc je vais parler de jingle de Country Cribs de Jordan. Ok. C'est dégueulasse. Franchement, si vous avez besoin de quelqu'un pour vos publicités, n'hésitez pas, on peut vous filer son contact. Oui. Personne ne mange de ça, on est d'accord. Je sais même pas ce que c'est. Bah ouais, c'est le truc aux fruits, non? Ouais, c'est le truc avec des céréales et des fruits. Il y a même pas de mange pas de là-dedans, oui, voilà. Dégueulasse. Numéro 2, ex-aequo de ce classement Search and Destroy. Yes. Clémence et Robin, vous allez en parler parce qu'avec Julie et Johnny, on a déjà parlé dans la précédente émission. Enfin.
fin d'année, donc allez-y. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous lâcher. C'est vrai. Search and Destroy, c'est la réinterprétation du manga culte de Tezuka Dororo par Atsushi Kaneko qui plonge les personnages dans un monde futuriste aux contours quasiment soviétiques. Bon, alors on va peut-être répéter, je pense, un peu ce qui s'est dit pendant la dernière émission, mais déjà, moi je veux juste commencer par un point, c'est que visuellement, en fait, c'est complètement bluffant, c'est magnifique, et je sais que t'es complètement d'accord avec moi. Clairement, c'est un tour de force visuel. Pour moi, ce manga, c'est incroyable. Moi, je suis déjà fan de Kaneko, mais là, pour moi, c'est Kaneko au sommet de son art, quoi. Je l'ai jamais vu aussi bien dessiné. Il a bizarrement réussi à encore évoluer dans son dessin. C'est ça. C'est bizarre à quel point il est énervant. Ouais, et puis je trouve que là, ce qui fonctionne, moi, ce que je trouve aussi incroyable avec Search and Destroy, c'est qu'on est vraiment sur un hommage au sens pur, c'est-à-dire que c'est un hommage qui est à la fois hyper respectueux de Dororo, parce que moi, pour le coup, je les ai lus en même temps, parce que Dororo, je l'avais jamais lu, mais comme il y a eu la réédition chez Delcourt aussi du Tezuka, j'ai pu le lire en même temps que je disais Search and Destroy, donc tu vois que l'hommage il est là, les personnages sont là, ils ont leur rôle dans l'histoire qui sont les mêmes, et en même temps, c'est complètement personnel, c'est un Kaneko pur jus, quoi. Ça pourrait ne pas être une adaptation de Tezuka, ce serait un Kaneko quand même, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc de, on retrouve l'essence de l'œuvre de Tezuka, et en même temps, on est complètement dans les thématiques et les obsessions de Kaneko. C'est vraiment pour ça un truc absolument brillant. Pour moi, on est vraiment dans ce café Urasawa avec Pluto. On est vraiment mais en vrai dans le même le même niveau de qualité. Et puis je te rejoins dans le côté interprétation, réappropriation. C'est ça. Oui. Et puis du coup c'est drôle, c'est que pour moi plutôt c'est le meilleur Urasawa, et j'ai l'impression que Search and Destroy c'est en train de devenir le meilleur Kaneko, tu vois. Donc moi franchement Search and Destroy, de toute façon c'était le manga que j'avais le mieux noté de l'année, je crois, donc c'était mon top 1 perso. Oui, je trouve qu'effectivement il y a quelque chose dans le récit de profondément beau, au-delà même, je veux dire, de la performance artistique de Kaneko. Dans le récit même, c'est très très beau. En fait, c'est un récit de vengeance, et qui se passe dans un contexte qui est quand même très très oppressant, que ce soit forcément graphiquement, mais même scénaristiquement. Je veux dire, tout est dur. Enfin, je veux dire, on est dans un contexte quasiment de guerre. Enfin, on reprenait un peu les thèmes de Tezuka, comme tu le disais. Et en fait, on suit juste une enfant qui fait tout pour retrouver son humanité. Et avec ça, forcément, toute la faiblesse de l'humanité aussi que ça comprend, et moi je suis complètement tombée amoureuse, je suis d'accord. Search and Destroy, c'est incroyable, et en fait moi je l'avais découvert Atsushi Kaneko par Wet Moon que tu m'avais prêté, et j'étais là, waouh, c'est incroyable. J'ai rien compris, mais c'est génial. Et du coup j'étais là, bon, il faut que je vois plus, en fait, ça m'avait donné de voir plus, et avec Search and Destroy je suis ok, c'est bon, maintenant j'achète tout, je lis tout. C'est génial. Et je trouve qu'aussi il y a un truc qui était super dans Dororo à l'époque, c'est que Dororo c'est un shonen. Et en fait, ce qui est super beau dans Dororo, c'est que c'est une anti-transcendance, quoi. C'est un espèce de mec, semi-robot, tu vois, genre qui est déjà surpuissant, et en fait, il doit récupérer son humanité, donc quelque part devenir plus faible physiquement, mais c'est ça qui va être sa transcendance. Et je trouve que là, du coup, Kaneko il reprend ça, et je trouve que on le ressent encore plus, ce côté. Elle s'affaiblit, tu vois, mais en même temps, elle gagne d'autres choses, et elle retrouve la mémoire des trucs aussi, tu vois. Enfin, il y a vraiment une trajectoire de perso qui est assez c'est une incroyable. Double recherche, parce que c'est une recherche d'humanité mais aussi d'identité, c'est-à-dire qu'en fait avec son corps elle cherche qui elle est, oui. Et en plus avec ce double récit avec justement Yaku, je veux pas dire de bêtises, Yaku et Doro, et en fait les deux cherchent en fait un petit peu cette identité, et du coup il y a ce récit aussi en parallèle, on va dire, en écho l'un à l'autre, et moi j'avais pas lu du tout Dororo, donc c'est la première fois que je découvrais ce récit, et c'est magnifique. Moi, ce que j'ai bien aimé, alors pour terminer, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais parce c'est qu'on vraiment. Est en retard, ça y est, voilà. Oui. Tu rentreras chez toi trop tard, c'est tout. Mais non, c'est juste que j'ai adoré la façon dont Kaneko il a fait vraiment à sa sauce, et sa sauce c'est de mettre de tout avec une bonne couche de colère, quoi. Genre là, tu crames le monde, Kaneko, mais c'est somptueux. Lisez-le. Search and Destroy, c'est en 3 tomes, tout est disponible, tout est sorti cette année. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si vous êtes fan de Atsushi Kaneko, il y a la réédition de Bambi qui va arriver cette année. Exactement, elle devait arriver là en 2021, elle a été repoussée pour des problèmes de. Et c'est cool Bambi. Des problèmes de couleur sur la couverture, il me semble. Oui. Et les Pantones, tout ça, on en a déjà parlé. Et la couleur sur Bambi, c'est compliqué. Ouais. Clairement.
Et donc Bambi va arriver cette année aux éditions, va revenir cette année aux éditions IMHO. Numéro 2, ex-aequo également avec Search and Destroy. Julie Clémence, gardez la parole pour nous parler des carnets de l'apothicaire, les enquêtes d'une jeune servante au talent pharmaceutique indéniable dans un palais de jade où les dangers ne sont pas forcément là où on les imagine. Oui, bon, on en a déjà beaucoup parlé. Et dans chaque émission, je crois. Dans chaque émission, donc je vais essayer d'être assez rapide parce que voilà, sinon écoutez toutes les autres émissions, vous saurez déjà pourquoi c'est génial. Non, mais globalement, je trouve qu'il y a une maîtrise du ton dans le récit, que ce soit justement, il jongle entre la comédie, les enquêtes, la romance, et avec un scénario en plus qui surprend, c'est-à-dire qu'en fait, elle est capable de d'apporter une nouvelle chose. Ça pourrait tourner un petit peu en rond au niveau des enquêtes, au niveau du quotidien et du train-train, on va dire, de la vie de cour. Et en fait, pas du tout. Et de mon point de vue, je sais pas, c'est une lecture que j'attends vraiment à chaque fois qu'il y a un nouveau tome. Je suis trop contente et je le dévore beaucoup trop vite. Et en plus, les personnages ont une relation... je trouve extrêmement attachante, les deux personnages principaux, et voilà, c'était pour essayer de faire vraiment très vite, quoi. Oui, je vais faire comme toi, parce que du coup on a déjà dit que donc l'héroïne était super attachante, qu'elle était intelligente, qu'elle était indépendante, et au final là il y a quand même 6 tomes qui sont sortis, bientôt 7, et on se rend compte que c'est un récit qui est très moderne et une façon de... Alors que c'est un récit qui a lieu dans un pays asiatique moyenâgeux, on va dire, mais il y a une touche de modernité qui est tout à fait agréable. Et puis, sans vouloir spoiler, c'est vrai que... je trouve que le récit, vraiment, il reprend une autre tournure et il prend un corps vraiment plus intéressant encore au bout de 6 tomes, quoi. Donc, faut pas s'arrêter en cours de route, faut vraiment aller jusqu'au bout. Et moi, je m'y attendais pas. Et le fait qu'il y ait autant de rebondissements, autant de surprises, c'est toujours hyper réjouissant. J'ajouterais peut-être un dernier truc, c'est que de mon point de vue, en plus, c'est une lecture qui est vraiment abordable pour tout public. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens, que ce soit homme, femme, un public plus ou moins jeune. J'ai l'impression que c'est quand même assez universel dans la façon dont c'est raconté. C'est aussi pour ça que c'est peut-être un des meilleurs lancements de l'année, les carnets de l'apothicaire. Pour moi, c'est un grand oui aussi pour beaucoup de raisons que vous avez étalées à l'instant et dont on a parlé dans plusieurs émissions. Le 7e tome est déjà sorti. Hein. Il est déjà disponible. C'est juste que vous n'avez pas eu le temps d'aller en librairie le récupérer, mais il est déjà disponible. Les carnets de l'apothicaire aux éditions Kiun. On arrive sur le numéro 1. Attention, mais avant le jingle de Kanya, il le prépare, attention. On va parler juste d'un petit mauvais coup de l'année 2022, c'est que à cause de la crise sanitaire, Angoulême n'aura pas lieu. Pour l'instant, en tout cas au mois de janvier, reporté. Mois de mars, ils ont dit. Ils ont dit oui, possiblement en mars, si ça les sentait choses vont mieux, quoi. Pas bon dès le départ. Enfin, moi, je sais que ça fait plusieurs mois, je me dis franchement, je suis pas sûre que ça arrive. On faisait comme si. C'est quand même super dommage parce que la part belle était quand même donnée au manga cette année. Il y avait des trucs. Il y avait une expo sur Chainsaw Man. Oui. Bah ouais. Ça c'était. Ça fait un peu chier parce que je pense qu'on était très nombreux à vouloir la voir. Ouais, c'est clair. Non mais alors si Angoulême a lieu, ça arrivera. Après moi je commence à m'inquiéter du coup. Enfin, qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet pour Japan Expo derrière, qui en plus est vraiment au plein cœur du mois de juillet cette année. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on va encore pouvoir tous se retrouver à plusieurs milliers au même endroit? À plus de 200 000 C'est vrai que ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Moi, c'était à la Paris Manga, c'est ça, où il y avait eu quand même beaucoup de monde. Paris Manga, il y a eu un problème. Et je me dis, en fait, si maintenant, que ce soit Angoulême, Japan Expo, en fait, t'es genre 12 au mètre carré, ça, je sais pas si ça aura la même saveur. Après, Japan Expo, on était déjà 12 au mètre carré. Serré, mais c'est vrai que les vidéos qui sont sorties de Paris Manga, là, ceci dit, je sais pas comment il n'y a pas eu de catastrophe. Les vidéos du Toulouse Game Show qui a eu lieu quelques semaines après. C'était la même? Non, justement. Non, c'était plus correct. Donc tout est question d'organisation et de prévision. Ils avaient vu les choses beaucoup plus largement, justement pour que les gens puissent. L'avantage, c'est qu'avec ton masque, tu peux te faire un cosplay Kakashi plus facilement. Faut que tu le mettes sur ton œil. Oui, sur l'œil, c'est pas pratique. Non, mais le masque, il est en bas et après tu rajoutes un peu. T'en mets un deuxième de traviole. Bientôt, on va faire des tutos cosplay, donc vous avez bien. Oui, il faut mettre son masque sous le cosplay aussi, sinon ça ne marche pas, ça n'arrête pas les particules.
Numéro 1, Cagnard, jingle. Spécial K. Oh là là. C'est vrai que ça a vraiment pris le plus dégueulasse. Mais vous savez pourquoi il a dit Spécial K? Parce que notre manga préféré cette année. Mais tant de talent, c'est le gif du mec à son cerveau qui la révélation. C'est Kaiju numéro 8. Bah ouais, en fait c'était attendu, c'est une des meilleures ventes de l'année, mais ouais, c'est aussi notre manga préféré. Je vais même pas le pitcher en fait, j'ai juste écrit moitié homme, moitié kaiju, c'est le plus valeureux des héros. Numéro 8, défenseur de la Terre, héros de l'univers. Tu l'as pas chanté? Pourquoi tu l'as pas chanté? Parce que je n'ai pas la voix de Bernard Minet qui je sais pas si c'est lui qui a écrit les paroles, mais qui chantait ces paroles de Bioman. Attends, c'est basé sur Bioman ça? Oui, c'est les paroles de Bioman. Numéro 8. Non, parce qu'à la place il dit Bioman. Alors quelqu'un pourra expliquer ce qu'est une adaptation à Cagnard? Oui, non mais t'inquiète. C'est compliqué. Ouais, Kaiju 8, Robin, bah voilà, c'est un de nos mangas préférés, on pense c'est tout. Ouais, bah tu vois, pour toi c'était attendu. Moi, c'est ma surprise perso parce que en vrai, c'était un manga qui était hyper attendu, mais dont j'avais l'impression d'être le seul à me foutre. Et donc je l'ai un peu lu parce que voilà, fallait bien le lire quoi. Et en fait, non, en vrai, force est de constater que c'est vraiment hyper cool quoi. C'est bien dessiné, c'est drôle, c'est prenant. C'est normal qu'il soit top 1 quelque part. Ouais, mais pour moi, c'est le manga le plus cool de l'année. Ouais. Cool comme Fonzie, comme diraient les gens de mon âge. C'est à la fois fun et dangereux. C'est à la fois stylé, mais intriguant. Et pour le moment, c'est vraiment un sans faute sur les 2 premiers tomes de Kaiju 8. Et voilà, j'adore ça. Et Julie, toi, c'était ton chouchou? Oh ouais, moi c'est mon chouchou. Et du coup, on verra pour la suite. Mais tant que l'humour est quand même la carte maîtresse de cet auteur, j'ai peu d'inquiétude, vraiment. Donc, Clémence. Et vive les vieux. C'est vrai que c'est un point important. Ce n'est pas un jeune héros. Enfin, les vieux, ouais. Ouais, les trentenaires, super. Je vous rejoins complètement. Un vrai plaisir de lecture. Oui, c'est à la fois drôle, moderne, super cool. Les personnages secondaires sont trop bien. Et j'avais une question pour vous parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse vibe un peu SNK. Enfin, l'attaque des Titans. Genre, en gros, ils se battent contre des monstres dont on ne sait pas grand-chose. Il y a le héros qui peut se transformer en l'un d'eux. Il y a une meuf ultra badass qui est la sidekick et qui est la meuf la plus stylée et qui détruit tous les monstres. Il y a même un Levi bis un peu genre lieutenant et tout qui se bat avec des épées. Genre ils ont des armures avec des pouvoirs spéciaux. Vraiment j'ai une longue liste. J'ai pas tout marqué mais... si tu veux pour compléter cette longue liste tu peux écouter l'émission qu'on a fait sur Kaiju 8. Il la loupe pas ce soir. Tu t'es pris la tempête Cagnard. Moi je suis d'accord. Mais je l'ai écouté. Mais bon j'ai le droit de poser des questions rhétoriques. Oui mais tu as ta réponse dans cette émission. Je vais te répondre en reprenant les mots de Johnny parce qu'il fallait. Johnny aussi voulait commenter sur Kaiju Number 8. Alors moi je suis un peu d'accord avec lui, c'est pour ça que je me permets de parler à sa place. C'est que lui demandait plutôt si c'était pas un nouveau Bleach plutôt qu'un nouveau l'attaque des Titans, tu vois. Parce que c'est vrai que on a ce truc de les unités d'élite qui affrontent des monstres qui mettent en danger l'humanité aussi, mais avec voilà ce côté les capitaines de division, tu vois, les différents trucs et tout. Et après lui la question qu'il posait Johnny c'était est-ce que va y avoir finalement les mêmes déboires que Bleach, à savoir trop de combats et toujours plus de puissance, ce qui était peut-être moins le cas dans l'attaque des Titans, mais voilà. En tout cas ce qui est sûr c'est que si c'est à comparer à l'attaque des Titans et à Bleach, c'est que c'est probablement une grosse licence et un truc qui va bien marcher quoi. Moi je suis assez d'accord, ça peut faire penser à l'attaque des Titans. Le truc qui fait que je ne pense pas du tout à l'attaque des Titans, c'est le ton qui est résolument dramatique dans l'attaque des Titans. C'est ce que je disais justement dans l'émission sur Kaiju 8, c'est que c'est la version cool de l'attaque des Titans. Plutôt stylé où ça va, tu sens que les persos ils vont pas risquer grand chose, mais en même temps l'humour pour moi c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux dans ce titre. Et c'est alors c'est un petit pari que je fais pour plus tard, mais c'est une excellente preuve cet humour que ça va sombrer dans du très très tragique parce que là tout le monde est trop joyeux pour ce qui se passe, tu vois, il y a quand même des attaques de kaiju et tout va bien, alors que bizarrement tu vois typiquement les petits twists scénaristiques comme le fait que il y a des ennemis, je vais essayer de pas spoiler, mais il y a des ennemis au sein même des forces gouvernementales. Très proches. Ça pour moi c'est une preuve de ça va partir en couille. Et on attend que ça. Oui, on attend que ça, et là j'avoue le manga je vais beaucoup le juger là-dessus, à comment il va aborder cette phase dramatique et tragique quoi.
On vous a présenté nos 15 mangas préférés et consensuellement préférés de l'année 2021. Vous aussi, n'hésitez pas à faire votre top de votre côté. Oui, si vous lisez beaucoup, n'hésitez pas. Un petit top 5, petit top 3, pas forcément aller à la 15. Nous, on a fait 15 mangas parce que on était 6 beaucoup. Et on a une méthodologie très précise et qu'on a une méthodologie très précise pour pas que ça soit n'importe quoi. Dont le livre blanc sera publié prochainement, que l'INSEE nous réclame. Mais en tout cas c'était une belle année, Robin. Bah carrément, très belle année, beaucoup de très bons titres. Globalement, j'ai l'impression une année meilleure que les précédentes en termes de qualité globale, quoi. Mais moi, étonnamment, le top 10 cette année, enfin top 15, ça me semblait moins évident, quoi. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir eu ma gifle de l'année, comme tu le disais en intro. Même si j'ai lu des très chouettes titres. On va dire qu'en fait ma gif de l'année c'était Search and Destroy, mais bon en fait je l'attendais un peu, quoi, donc c'est pas non plus une méga surprise. Et t'as pas lu Quand sonne la tempête? Et j'ai pas encore lu Quand sonne la tempête. C'est vrai que ça me donne vraiment envie. Quand sonne la tempête, moi c'est des trucs que j'attends. Je retarde parce que vous m'en parlez, je sais que ça va être bien et tout, et voilà. Mais du coup ça a dégradé la note et tu l'es à cause de toi. Bah écoutez, il est quand même bien placé, quoi. Oui. Et en fait au final les mangas qui m'ont le plus surpris et qui m'ont le plus plu cette année, c'est les mangas que je suivais déjà, comme Chainsaw Man ou L'Atelier des Sorciers, où les nouveaux tomes sont incroyables, comme à chaque fois, quoi. Donc tu disais que le top te semblait moins évident cette année, mais alors parce que il y avait plus de bons mangas, ou parce qu'il y avait moins de bons mangas? En fait c'est parce que je pense que le niveau global était meilleur, mais j'ai pas, tu vois, il n'y a pas eu des titres que j'ai trouvé vraiment excellents par rapport aux autres. Il y a plus eu un grand nombre de bons titres, quoi. Donc c'est ça qui fait aussi que j'avais peut-être plus de mal à juger, tu vois, à part Search and Destroy et Kaiju, j'avais peu de mangas où vraiment je me disais c'est vraiment incroyable, quoi. Julie, qu'est-ce que tu penses de cette année 2021 en manga? Bah moi je partage pas mal l'avis de Robin quand même, parce que malgré tout ce qu'on a lu, vu, survolé, j'ai pas eu l'impression d'avoir été happé par quelque chose d'autre que Kaiju 8. Que moi j'attendais vraiment comme mais t'as pas lu une petite fille avant Noël. Ouais, quand même. Mais en tout cas, est-ce que comme tu dis, il y a trop de choix peut-être à présent, où il y a trop de bons choix ou de choix à faire qui sont difficiles, quoi. Mais moi je trouve que peut-être on reste sur des valeurs sûres en continuant des titres phares. Et je pense que le succès des rééditions montre qu'il y a quand même des attentes de ce côté-là. Et ou bien peut-être que les titres qu'on a découverts l'an dernier, ou il y a encore 2 ans, qui sont encore frais, on va dire, comme Journey Beyond Heaven ou Dans le sens du vent, tu vois, c'est des choses qui sont aussi, qui comptent, quoi. Les nouveaux tomes sont toujours intéressants. Ou Gannibal. Gannibal, voilà, par exemple. Moi, l'année dernière, j'attendais Gannibal avec impatience, et cette année, ça m'a ravi. Exactement. Oui, et puis j'ajouterais une toute petite chose aussi, enfin toute petite, non, malheureusement, puisque le décès de Miura, je pense que ça a été quand même un choc terrible pour le lectorat, pour une grande partie aussi de la profession, que ce soit partout dans le monde, quoi. Enfin, c'était vraiment étonnant comme. Oui, c'est sûr que c'est une année qui restera pour ça aussi, quoi. Ah, oui. Clémence, ton bilan 2021, il ressemble à quoi? Je dirais qu'il est quand même beaucoup plus positif que Julie et Robin, mais pour une raison aussi assez évidente, c'est que j'ai pas du tout la même expérience. En fait, moi, ça fait à peine plus d'un an, enfin si, ça fait un peu plus d'un an que je travaille, on va dire, professionnellement un peu dans les mangas et que je lis autant de nouveautés. Avant, je lisais des mangas, mais en fait, je suivais pas forcément, je savais pas lequel était le dernier sorti, machin et tout ça. Et du coup, c'était aussi la première fois que je faisais l'expérience de recul sur cette année. Ok, quels sont les titres que j'ai aimés, et en fait, du coup, c'est super dur de pouvoir comparer par rapport aux autres. Voilà. Donc personnellement, moi, j'ai adoré. J'ai découvert énormément de bons titres, et j'ai quand même été assez surprise. Alors même parfois, c'était des titres qui sont sortis l'année d'avant, donc forcément, c'est pas évident. Mais comme tu dis, Search and Destroy, en fait, moi, je l'attendais pas parce que je connaissais pas. Donc j'ai vraiment eu ma claque, et ça me suffit. Voilà, donc trop contente. Et puis trop contente en plus, c'était ma première année avec vous, donc c'était chouette. Qu'est-ce que c'est beau. Mais tu sais, comme pour expliquer aux auditeurs, on reporte un peu toutes nos lectures dans un espèce de document un peu général. Du coup, moi, je peux comparer d'une année sur l'autre si vous avez plus ou moins aimé des bouquins, etc. Globalement, par exemple, toi, Julie, tu as lu, je pense, le double de nouveautés par rapport à l'année précédente. Quelle branleuse. C'est fou, hein. Non, du coup. de ces journées. Du coup,
Donc du coup, t'as plus lu et t'as plus moyennement aimé de manga que l'année dernière, par exemple. Ça se diffuse. Enfin, que l'année d'avant. J'ai aiguisé mes goûts là. J'ai fait genre non, toi tu rentres pas. Mais comme justement, t'as peut-être lu plus de nouveautés différentes. Ça aplanit le niveau. Ouais, exactement. Ça a peut-être rabaissé le niveau général. Cagnard, toi, t'étais resté à peu près égal à l'année précédente. Et j'ai mieux noté, moins bien noté. Enfin, t'as à peu près la même chose. Tempéré, quoi. Constant. C'est ça. Tempéré. Il a pas changé. Quel regard tu portes sur cette année 2021 ? Bah déjà, je vais me lancer mon dernier générique. Country Crisp. C'est dégueulasse aussi, c'est réel. Et alors, moi, si je dois comparer à l'année précédente, je trouve qu'on est dans une sorte de continuité au final. Les gros hits des maisons d'édition qui sont sortis cette année, je trouve qu'ils sont tous en train de subir des changements de ton. Et on est en train d'assister à ça, tout devient un peu plus mature, un peu plus sérieux. Et en fait, je trouve ça assez génial parce que j'ai le même sentiment que quand j'étais gosse et qu'il y avait des centaines de mangas que je ne connaissais pas à la Fnac, tu vois, j'arrivais devant les étals de livres et j'avais vraiment une vraie impression qu'il fallait absolument tout lire parce que ça tire dans tous les sens et que c'est très rapide de passer à côté d'une pépite. Bref, je plains les lecteurs là qui doivent faire des choix parce que nous encore on peut lire en PDF et compagnie, tu vois, on a l'occasion de tout tester. Et surtout, mais là, on est un groupe. Oui, on est un groupe. Mais là, c'est le Far West. On peut se conseiller les uns. Et c'est vraiment très facile de passer à côté, tu vois, typiquement quand sonne la tempête, c'est pour reprendre. Mais 95% de chances que je sois passé à côté de ce titre en temps normal. Mais de par l'émission. Et du temps que Julie a pour lire, on peut s'arrêter. Et t'as pas lu ce qu'il y a au Japon encore. Ouais, mais je trouve ça follement excitant. J'ai l'impression il y a un truc dans l'air, il y a un truc de changement dans l'air qui me plaît beaucoup. Ne serait-ce que quand on regarde les ventes, si on fait le bilan aussi annuel sur les ventes. Là aussi c'est le Far West. Ça a explosé. C'est malade. C'est C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus nombreux à lire des mangas. Par conséquent, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la 5e de couve. Par conséquent, on vous conseille encore plus de mangas. Et donc, du coup, vous allez en acheter encore plus. Et ça se finit jamais. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les témoignages d'auditeurs qui nous disent qu'ils avaient arrêté de lire du manga et qu'en écoutant notre émission, ils se sont remis à en lire et à découvrir des trucs. Mais c'est aussi parce que le marché est propice pour ça. Ah bah oui, évidemment, c'est le moment. Mais c'est vrai que personnellement, moi, ça me fait un petit peu peur le fait qu'il y ait énormément de mangas sur le marché parce que encore une fois on n'a pas forcément le temps de tout lire et parfois tu dis c'est dommage parce qu'en fait tu sais pas trop quoi choisir, quoi lire et puis parfois t'as un pote qui va adorer un livre et toi tu vas le tester, t'es là bon en fait pas trop et il y a tellement de trucs que tu te perds. Enfin moi personnellement déjà je suis perdue alors que ça a quand même fait un peu partie de mon métier quoi. Moi je suis pas perdu, je suis plutôt content. Je suis la seule. Moi je suis plutôt excité exactement. par cette idée. Et j'ai regardé aussi, j'ai lu plus de nouveautés cette année que l'année dernière, que l'année d'avant, enfin là, en 2021 qu'en 2020, mais j'ai l'impression d'en avoir lu moins parce que beaucoup plus de choses m'ont plu cette année. Et donc il y a beaucoup plus de mangas que j'ai lus et avec lesquels j'ai pris du plaisir que les autres années. Ce qui fait que du coup mon ressenti est vraiment différent parce que moi ça fait très longtemps que je lis les nouveautés, les tomes 1 à leur sortie et je lis souvent parfois que les tomes 1 parce que ça me donne pas envie d'aller beaucoup plus loin et il y a quand même beaucoup d'années avec quelques purges. Et cette année il y a beaucoup moins de purges. Ou en tout cas je suis passé beaucoup plus à côté des purges. Bon écoute. Allons-y. Et de ce que je considère comme une purge. Puis c'est laissez-vous tenter là, il y a vraiment il y a un terrain qui est très propice là à lire de très bons trucs très originaux. Je rajouterai un dernier truc, c'est que c'était à la fois dans les gros blockbusters mais aussi dans des titres un peu plus on va dire originaux, même plus doux, plus inattendus, je dirais. Eh bien la douceur, on en parlera dès le début de la prochaine émission avec toi Clémence. Oui. La prochaine émission sera consacrée à nos coups de cœur, tous nos coups de cœur perso. Ces mangas qu'on a adorés mais qu'on était seuls dans l'équipe à aimer et qui donc n'ont pas pu intégrer ce classement. Alors soit c'est parce qu'on était seuls à les aimer ou soit parce que les avoir lus. Mais oui, mais en fait quelle est la dynamique quand on enregistre en équipe, quand on fait un podcast comme ça, quand on lit un truc qu'on aime, on en parle à tous les autres. Et
le job un peu à faire, c'est d'essayer de convaincre les autres de le lire pour qu'on en parle dans les émissions et ainsi de suite. C'est comme une campagne électorale. Ouais, en fait, on est comme des députés européens et des lobbyistes. Voilà. Faut pas que ça soit. Vous n'avez pas voulu lire Ragnagna et moi. Donc la prochaine émission, en fait, c'est tous les titres où on a été mauvais en com, en fait. Exactement. Et là, vous allez tenter cette fois de convaincre les auditeurs que ce sont des bons titres. Merci de nous avoir écoutés. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez avec le nom La 5e de Couve. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir suivi cette émission. Encore bonne année à tous et à la semaine prochaine. Merci. Salut.